Un juge a refusé d'entendre la requête finale d'une fille de 9 ans avant de la condamner à mort. Lorsqu'elle a eu 18 ans, des années plus tard, alors qu'ils étaient sur le point d'activer la chaise électrique, elle a révélé un secret qui a terrifié tout le monde. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. La nuit était calme, la maison remplie de rires et de conversations animées. Elizabeth, âgée de 9 ans, était assise à la table à côté de sa sœur aînée, Margaret, de 14 ans, tandis que leur mère, Sylvia, servait la dernière part de pizza. C'était l'un de ces rares moments où rien ne semblait mal tourner. Sylvia racontait des histoires amusantes de son enfance pendant que Margaret imitait leurs enseignants, provoquant des rires nourris chez Elizabeth. L'odeur de la pizza fraîchement cuite flottait encore dans l'air et les lumières jaunes chaudes du salon créaient une atmosphère chaleureuse et familière. Cependant, Elizabeth avait d'autres plans pour rendre la soirée encore plus excitante. Avec un sourire malicieux, elle quitta la table et revint avec un petit objet à la main, un mini-feu d'artifice qu'elle avait économisé pendant des mois. « Regarde, maman, je veux te montrer, ce sera amusant », s'exclama Elizabeth en tenant l'appareil avec excitation. Sylvia cessa de rire et fronça les sourcils en voyant ce que sa fille tenait. Elizabeth, n'y pense même pas, c'est dangereux, avertit-elle, se levant rapidement pour reprendre l'objet de ses mains. Elizabeth boude, essayant de discuter. C'est juste un petit feu d'artifice, maman, ça ne fera rien, je te le promets, répondit-elle. Mais Sylvia était ferme. Le feu n'est pas un jeu. Elizabeth, ça pourrait tout brûler, range-le maintenant. Sylvia prit le petit appareil et le plaça dans un placard en hauteur, hors de portée de la fille. Elizabeth croisa les bras, contrariée, et retourna à la table sans un mot. Margaret, sentant la tension, tenta d'alléger l'atmosphère. « Et, que dirais-tu d'un tour de magie sans feu, je te promets, dit-elle en faisant un clin d'œil à Elizabeth, qui sourit timidement. Peu à peu, la tension se dissipa et le rire remplit de nouveau la pièce, comme si ce bref moment de conflit n'avait été qu'un nuage passager lors d'une nuit presque parfaite. Une fois qu'elles eurent fini de manger, Sylvia souhaita bonne nuit à ses filles et les conduisit dans leur chambre. Elizabeth et Margaret partageaient la même chambre avec des lits séparés par une petite table de chevet encombrée de livres et de carnets de croquis. Sylvia s'assura qu'elles étaient toutes les deux confortables avant d'éteindre la lumière. « Dormez bien, mes filles, je vous aime », dit-elle en embrassant chacun de leurs fronts. Elizabeth sourit, se sentant en sécurité, tandis que Margaret marmonnait quelque chose à propos d'un rêve qu'elle voulait faire cette nuit-là. La maison devint silencieuse, seul le son des grillons à l'extérieur se faisait entendre. Il fallut un certain temps à Elizabeth pour s'endormir, son esprit encore agité par le petit feu d'artifice que sa mère lui avait enlevé. « Je voulais juste m'amuser un peu », pensa-t-elle en se tournant dans son lit. L'odeur de la pizza flottait encore dans l'air, mais soudain, une odeur étrange attira son attention. Une odeur légèrement amère commença à s'insinuer dans la pièce. Elizabeth plissa le nez et ouvrit les yeux. Ce n'était pas une odeur commune. C'était de la fumée. Elle se leva lentement, essayant de ne pas faire de bruit et de réveiller Margaret. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. Dans le jardin, quelque chose brillait faiblement dans le noir, comme une braise ardente. Elizabeth plissa les yeux, essayant de déterminer ce que c'était. Cela ressemblait à un mégot de cigarette jeté parmi des feuilles sèches près de la clôture. Elle se pencha un peu plus près, appuyant ses mains contre le verre. « Qui ferait ça ?» murmura-t-elle à elle-même, un frisson parcourant son échine. Avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Elizabeth vit la lueur s'intensifier. Les flammes commencèrent à grandir, dévorant les feuilles sèches à une vitesse effrayante. Le feu semblait prendre vie, avançant vers le mur de la maison en quelques secondes. Les flammes escaladaient déjà, léchant le bardage en bois comme si elles étaient affamées. La lueur orange se reflétait dans les yeux d'Elizabeth tandis qu'elle sentait son cœur s'accélérer. « Non, cela ne peut pas arriver », pensa-t-elle, son esprit envahi par la panique. L'odeur de la fumée était maintenant étouffante, remplissant la pièce d'un mélange de chaleur et de désespoir. Elizabeth sentit la sueur couler sur son visage alors que ses yeux s'élargissaient devant les ombres des flammes qui commençaient à envahir les murs. Elle essaya de bouger, mais il semblait que ses pieds étaient collés au sol. La peur la paralysait, comme si elle était piégée dans un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Chaque crépitement du feu ressemblait à un avertissement, un compte à rebours vers le pire. Finalement, le cœur battant la chamade et les mains tremblantes, Elizabeth parvint à faire un pas vers le lit de Margaret. « Je dois la réveiller, je dois faire quelque chose », pensa-t-elle, forçant son corps à bouger.
Lorsqu'elle arriva au chevet de sa sœur, Élisabeth secoua Margaret avec force, mais Margaret marmonna quelque chose, encore profondément endormie. « Margaret, réveille-toi, il y a un feu, c'est dans la maison » cria-t-elle, sa voix se brisant de désespoir. Margaret ouvrit les yeux lentement, clignant plusieurs fois en essayant de comprendre ce qui se passait. La lueur orange des flammes illuminait déjà la pièce et la chaleur semblait monter à chaque seconde. Lorsqu'elle réalisa enfin ce qui se passait, Margaret sauta du lit, le visage pâle de choc. « Élisabeth, c'est sérieux, que faisons-nous » demanda-t-elle. Mais Élisabeth n'avait pas de réponse. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle devait sortir de là rapidement. Les deux filles se regardèrent un instant, partageant la même terreur avant de courir vers la porte de la chambre. La fumée commençait maintenant à envahir la pièce, rendant l'air difficile à respirer. La vision qui les accueillit de l'extérieur était encore pire. Le couloir était partiellement englouti par les flammes, des morceaux du plafond commençaient à s'effondrer, les murs étaient noircis, couverts de suie qui se répandait comme une maladie. La chaleur était presque insupportable et la fumée faisait pleurer les yeux des filles. Margaret tenait fermement la main d'Élisabeth, essayant de la protéger, mais la vérité était qu'elles étaient toutes les deux également terrifiées. « Maman » cria Élisabeth, tentant d'appeler Sylvia, mais il n'y eut aucune réponse. Tout ce qu'elle pouvait entendre était le rugissement du feu, comme une créature vivante dévorant la maison qui avait autrefois été remplie de rire et d'amour. Le cri d'Élisabeth résonna dans la maison et Margaret, maintenant complètement réveillée, serra fermement sa main. « Maman, nous devons trouver maman » s'exclama Élisabeth alors que la chaleur du feu commençait à les étouffer. Elles coururent dans le couloir, esquivant les morceaux de bois tombant des murs. Le rugissement des flammes était assourdissant et chaque pas semblait plus difficile à mesure que la chaleur augmentait et que la fumée rendait l'air irrespirable. Margaret, avec un courage qui semblait dépasser son âge, mena la marche en tirant Élisabeth derrière elle. « Maman, où es-tu » cria-t-elle, mais la seule réponse fut le bruit du feu consumant tout autour d'elle. En atteignant la chambre de Sylvia, les filles la trouvèrent éveillée, le visage couvert de sueur et le désespoir gravé dans ses yeux. « Mes filles, merci mon Dieu » s'écria Sylvia, se précipitant pour les étreindre rapidement avant de les tirer vers la porte. « Nous n'avons pas le temps, nous devons sortir maintenant » dit-elle d'une voix ferme malgré la panique évidente. Sylvia tenait la main de Margaret avec une prise presque douloureuse tandis que Margaret tenait Élisabeth, formant une chaîne qui les reliait. Elles avancèrent dans le couloir qui ressemblait maintenant à un labyrinthe de feu et de débris, chaque pas étant un défi avec le sol commençant à céder sous leurs pieds et l'air devenant plus lourd alors qu'elles tentaient d'atteindre la sortie. Un craquement fort résonna dans le couloir. Sylvia s'arrêta brusquement, levant les yeux, mais il n'y eut pas le temps de réagir. Un énorme morceau de plafond s'effondra entre elle et ses filles, soulevant un nuage de fumée et de cendres. L'impact les sépara, projetant Margaret et Élisabeth en arrière tandis que Sylvia restait piégée de l'autre côté, entourée par les flammes. « Maman » cria Élisabeth, essayant d'avancer, mais Margaret la retint fermement. « Non, Élisabeth, c'est trop dangereux » dit Margaret, sa voix tremblante alors qu'elle regardait sa mère avec des yeux remplis de larmes. De l'autre côté, Sylvia tenta de repousser les débris, mais le feu se propageait trop rapidement. Sylvia croisa le regard de ses filles, son expression de désespoir se transformant en détermination. « Vous devez sortir d'ici maintenant » cria-t-elle en les gesticulant pour qu'elles courent vers la sortie arrière. « Nous ne pouvons pas vous laisser ici » cria Margaret, les larmes coulant librement sur son visage. Sylvia secoua la tête, essayant de paraître résolue. « Vous devez partir, je trouverai un moyen de sortir, je vous le promets » dit-elle, bien que les flammes qui l'entouraient laissaient peu d'espoir que cela soit possible. Élisabeth, en sanglotant, tenta de courir vers sa mère, mais Margaret la tira violemment en arrière. « Elle veut que nous partions, Élisabeth. »« Nous devons faire ce qu'elle dit » dit Margaret, sa voix chargée de douleur. Les filles commencèrent à courir vers la cuisine où elles savaient qu'il y avait une porte menant au jardin. Le feu semblait les poursuivre, avançant à une vitesse terrifiante. Élisabeth regarda plusieurs fois par-dessus son épaule, espérant voir sa mère les suivre, mais tout ce qu'elle vit fut les flammes dévorant le couloir. Margaret serra sa main avec une telle force qu'il semblait qu'elle voulait transférer toute sa force à sa sœur cadette. « Tout ira bien, Élisabeth, tout ira bien » répéta Margaret comme si elle essayait de se convaincre elle-même. Lorsqu'elles atteignirent enfin la porte arrière, Margaret poussa Élisabeth dehors avant de la suivre. Elles trébuchèrent sur la pelouse, tombant à genoux en toussant violemment, essayant de reprendre leur souffle. La vue de la maison en flammes était terrifiante.
Les flammes avaient maintenant complètement englouti la structure et des craquements forts annonçaient que d'autres parties du plafond s'effondraient. « Maman va s'en sortir », promit Elisabeth, sa voix tremblante alors qu'elle fixait la porte. Elles étaient sorties. Margaret serra sa sœur dans ses bras, essayant de la protéger de la vue dévastatrice, puis un bruit assourdissant fendit l'air. L'explosion fut si puissante qu'elle les projeta en arrière, les recouvrant de poussière et de débris. La chaleur du feu s'intensifia, illuminant la nuit comme en plein jour. Elisabeth sentit l'impact sur sa poitrine et fut momentanément étourdie, ses oreilles bourdonnant alors qu'elle essayait de comprendre ce qui s'était passé. Margaret, allongée à ses côtés, peinait également à se relever, mais le poids de ce qu'elle venait de vivre semblait plus grand que tout ce qui était physique. Elles regardèrent toutes deux la maison ou ce qui en restait et virent que les flammes avaient tout englouti, il n'y avait aucun signe de Sylvia. « Que allons-nous faire maintenant » murmura Elisabeth, ces mots presque inaudibles au milieu des bourdonnements dans ses oreilles et du son du feu toujours brûlant. Margaret ne répondit pas, son regard fixé sur la maison, ses yeux larmoyants reflétant la lueur des flammes. Pour la première fois, elle sembla incertaine de ce qu'elle devait faire. Elisabeth s'accrocha au bras de sa sœur comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse aussi. Margaret aplatait-elle d'une voix pleine de peur. Margaret regarda enfin sa sœur mais ne put rien dire, les larmes commençant à couler et tout ce qu'elle pouvait faire était de tirer Elisabeth dans une étreinte serrée, essayant de la protéger de la réalité. Elles savaient toutes les deux qu'elles ne pouvaient pas éviter les sirènes qui commençaient à retentir au loin, annonçant l'arrivée des pompiers. Le son, bien qu'un soulagement, apporta aussi une nouvelle vague de désespoir. C'est trop tard, pensa Margaret en regardant les restes de la maison qui autrefois étaient remplis de vie et d'amour. Elle savait que lorsque les pompiers arriveraient, il n'y aurait plus rien à faire que d'éteindre les flammes et de constater les dégâts. Elisabeth, toujours accrochée à sa sœur, murmura « Maman va revenir, n'est-ce pas ?» Margaret plissa les lèvres, repoussant les larmes qui menaçaient de s'échapper. « Je ne sais pas, Elisabeth. »« Je ne sais pas, » répondit-elle, sa voix à peine audible alors que les sirènes se rapprochaient. Margaret regarda la lueur orange à l'horizon, ressentant le poids de tout ce qu'elle avait perdu, mais à ce moment-là, elle sut aussi qu'elle devait être forte, non pas pour elle-même, mais pour Elisabeth. « Nous allons surmonter cela, » pensa-t-elle, essayant de trouver de la force au milieu du chaos. Mais avant qu'elle ne puisse dire quelque chose pour réconforter sa sœur, une pensée sombre s'empara de son esprit. Et si nous ne découvrions jamais ce qui s'est réellement passé ? Margaret et Elisabeth étaient assises sur le trottoir avec de fines couvertures placées sur leurs épaules par les voisins qui étaient venus les aider. Toutes deux étaient en état de choc, leurs yeux fixés sur les restes fumants de leur maison. Elisabeth serrait la main de Margaret si fort que ses minuscules ongles s'enfonçaient dans la peau de sa sœur. Aucune des deux ne pouvait parler, leurs esprits bloqués sur la dernière image qu'elles avaient de Sylvia, séparée d'elle par le feu. Les pompiers travaillaient rapidement à éteindre les flammes, mais lorsqu'ils réussirent enfin, il ne restait guère que des cendres et des murs calcinés. L'un des pompiers, un homme à l'expression sévère, s'approcha des filles et s'agenouilla devant elles. « Vous allez bien ? Des blessures ?» demanda-t-il, sa voix calme mais empreinte d'inquiétude. Margaret secoua la tête, incapable de former des mots. Elisabeth, en revanche, commença à pleurer silencieusement, incapable de faire face à ce qui venait de se passer. « Notre mère, elle est encore à l'intérieur », finit-elle par dire, sa voix à peine plus qu'un chuchotement. Le pompier hocha la tête, son regard montrant la gravité de la situation. Dans les heures qui suivirent, les filles furent emmenées dans un refuge temporaire. Des policiers et des enquêteurs commencèrent à poser des questions. Initialement, les questions étaient douces. « Où étiez-vous lorsque le feu a commencé ? Avez-vous vu quelque chose d'étrange ?» Elisabeth répondit hésitamment, essayant d'expliquer ce qu'elle avait vu, la lueur dans le jardin et l'odeur de fumée. Mais lorsqu'elle mentionna le petit feu d'artifice qu'elle avait tenté d'allumer cette nuit-là, l'expression de l'enquêteur changea. Il échangea des regards avec l'un des officiers et prit des notes rapides dans son carnet. « Ce feu d'artifice, où était-il avant que le feu ne commence ?» demanda l'homme, sa voix devenant plus dure. Elisabeth regarda Margaret, confuse et effrayée, avant de répondre « Ma mère l'a gardé dans le placard. Je ne l'ai pas utilisé, je le jure. » Les jours suivants apportèrent une tempête d'incertitude pour les filles. La nouvelle de l'incendie se répandit dans toute la ville et bientôt, l'affaire fut confiée à une équipe d'enquêteurs en incendie médico-légal. Ils fouillèrent les débris de la maison, analysant chaque morceau brûlé à la recherche d'indices. Lorsqu'ils trouvèrent les restes du petit feu d'artifice près de ce qui avait été le placard, les soupçons commencèrent à se confirmer. Pour les enquêteurs,
Il semblait évident que le feu avait commencé là et que si Elizabeth avait essayé d'allumer l'appareil plus tôt cette nuit-là, elle devenait immédiatement la principale suspecte. Margaret tenta de protéger sa sœur de toutes les insinuations qui commençaient à surgir, mais il était impossible d'éviter les regards de jugement des personnes autour d'elle. Comment une fille de 9 ans peut-elle faire une telle chose, entendait-elle un voisin commenter, tandis qu'un autre murmurait, ces enfants, parfois ils n'ont aucune idée. Elizabeth, insensible à la plupart de ce qui se disait, commença à réaliser que quelque chose n'allait pas. Lorsque la police revint pour l'interroger à nouveau, Elizabeth, nous avons besoin que tu sois honnête. Aimes-tu ce feu d'artifice ? Demanda un officier. Margaret était assise à côté de sa sœur, serrant sa main. Elizabeth secoua vigoureusement la tête. Non, je n'ai rien fait. Ma mère l'a gardé loin de moi, répondit-elle, sa voix tremblante. Malgré ses dénégations, l'accusation contre Elizabeth commença à gagner en force. Le rapport préliminaire d'enquête pointait le feu d'artifice comme le point probable d'ignition du feu. Pour les enquêteurs, le fait qu'Elizabeth ait mentionné l'appareil auparavant et sa tentative de l'allumer semblaient constituer des preuves circonstancielles suffisantes. Lorsque l'affaire fut portée devant le tribunal, l'atmosphère devint encore plus tendue. Elizabeth, petite et vulnérable, était assise à côté de Margaret tandis qu'un procureur décrivait les événements avec une froideur glaçante. La défenderesse, Elizabeth, a été vue manipulant un feu d'artifice la nuit de l'incendie. Malgré les avertissements de sa mère, elle a insisté pour l'allumer. Mesdames et messieurs du jury, ce n'est pas une négligence enfantine, c'est une intention, déclara le procureur en pointant du doigt Elizabeth. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception de murmures occasionnels de l'audience. Margaret regarda sa sœur, voyant la terreur dans ses yeux en entendant les accusations. « Ce n'est pas vrai », s'écria Margaret soudainement, se levant brusquement. Elle ne ferait jamais quelque chose comme ça intentionnellement. C'était un accident. Le juge claqua de son marteau, ordonnant le silence. Elizabeth commença à pleurer, ses larmes coulant silencieusement tandis que son avocat de la défense tentait d'argumenter qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour l'incriminer. Mais le récit du procureur était puissant, il peignait le portrait d'une fille rancunière qui n'était pas autorisée à jouer avec le feu d'artifice et qui, dans un moment de négligence, avait causé l'incendie qui avait coûté la vie à sa propre mère. Le moment le plus dévastateur arriva lorsque le procureur présenta un témoin surprise. Un voisin qui prétendait avoir vu Elizabeth jouer près du jardin cette nuit-là. J'ai vu la petite fille dehors avec quelque chose de brillant dans ses mains. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque, mais maintenant il semble évident ce qui s'est passé, déclara la femme, sa voix pleine de conviction. Margaret tenait la main d'Elizabeth, essayant de transmettre de la force, mais elle savait que les choses devenaient de plus en plus difficiles. Elizabeth regarda sa sœur, ses yeux remplis de peur. « Je ne l'ai pas fait, Margaret. » « Je ne l'ai pas fait, chuchota-t-elle, mais sa voix était presque inaudible. Le point culminant du procès arriva lorsque le juge permit au procureur de faire une dernière déclaration. « Mesdames et messieurs du jury, nous parlons d'une tragédie qui aurait pu être évitée. Une mère a perdu la vie et maintenant, c'est à nous de veiller à ce que justice soit rendue. L'âge de la défenderesse n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est qu'elle a pris une décision qui a coûté la vie à quelqu'un. Cela ne peut pas être ignoré, dit-il, sa voix résonnant dans la salle. Elizabeth regarda le juge, sa petite silhouette paraissant encore plus petite dans ce grand tribunal. Elle voulait parler, crier qu'elle était innocente, mais les mots ne sortaient pas. La salle semblait tourner autour d'elle et tout ce qu'elle pouvait entendre était la voix du procureur et les marches silencieuses du jury. La dernière chose qu'elle vit avant que le juge ne ajourne la séance fut Margaret assise à côté d'elle, le visage plein de larmes et de désespoir. Elizabeth savait que le lendemain lui apporterait sa sentence, mais la question qui résonnait dans son esprit était « Comment tout a-t-il pu si mal tourner ?» La salle d'audience était en complet silence, à l'exception des sanglots doux d'Elizabeth. La fille de 9 ans, petite et fragile, se tenait devant le juge Andrew, les yeux enflés de larmes, tremblante de peur et de désespoir alors qu'elle serrait le volant de la robe que Margaret avait choisie pour elle ce jour-là. « S'il vous plaît, votre honneur, je n'ai rien fait de tout ça, » dit Elizabeth, sa voix tremblante alors que les larmes coulaient sur son visage. « Je n'ai jamais voulu blesser ma mère, je l'aimais. C'était un accident, je le jure. » Le juge Andrew, un homme d'âge moyen avec une expression sévère et froide, la regarda de haut en bas depuis le banc avec dédain. Pour lui, Elizabeth était un enfant irresponsable qui avait été responsable d'une tragédie. Il croisa les bras, écoutant les supplications d'Elizabeth avec une indifférence apparente. La défenderesse a déjà eu assez d'opportunités pour se défendre.
Les preuves sont claires et ne laissent aucune place au doute, dit-il, sa voix résonnant dans la salle. Elizabeth regarda Margaret, qui était assise sur la banquette arrière, ses yeux également rouges de pleurs. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura Margaret. Elizabeth chuchota presque inaudiblement, désespérée. Margaret se leva de son banc, la voix rauque de tant de cris. « Votre honneur, c'est une injustice. Ma sœur n'est qu'une enfant, elle ne ferait jamais quelque chose comme ça intentionnellement, » cria-t-elle alors que 2 officiers s'approchaient pour la maîtriser. Le juge claqua de nouveau de son marteau, ordonnant le silence dans la salle d'audience. « Si vous continuez à interrompre, vous serez expulsé du tribunal, » dit-il en fixant Margaret d'un regard froid. Margaret se rassit, mais elle garda son regard fixé sur Elizabeth comme si elle essayait de transmettre de la force à travers le désespoir réel en réalisant que personne ne semblait la croire. Elizabeth essaya encore une fois. « S'il vous plaît, je veux juste expliquer. Il y a quelque chose d'important que je dois dire, dit-elle, sa voix plus forte cette fois mais toujours tremblante. Le juge l'interrompit avant qu'elle ne puisse continuer. « J'en ai assez entendu. Vos paroles ne changent pas les faits présentés. Il est temps d'annoncer la sentence, déclara-t-il d'un ton final. Elizabeth regarda autour d'elle désespérément, comme si elle espérait que quelqu'un viendrait l'aider, mais personne ne disait rien. Tout le monde semblait immobile, regardant le sort de la fille se sceller. Le juge ajusta ses lunettes et prit un papier de son bureau. « Elizabeth, pour les crimes commis, y compris la mort de votre mère à la suite de vos actions imprudentes, ce tribunal vous condamne à la peine de mort. L'exécution sera effectuée lorsque vous aurez 18 ans, annonça-t-il d'une voix ferme et inébranlable. Les mots semblèrent geler le temps dans la salle. Les yeux d'Elizabeth s'élargirent, incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Margaret hurla d'horreur, essayant de se précipiter pour embrasser sa sœur, mais furent tenus par les officiers qui la retinrent. « Cela ne peut pas être vrai, elle n'est qu'une enfant » hurla Margaret en luttant pour se libérer. Elizabeth, quant à elle, resta complètement immobile, son corps semblant paralysé par le poids de la sentence. Les larmes coulaient sans contrôle et son esprit était vide, comme si elle ne pouvait pas traiter ce que cela signifiait. Le juge ne montra aucune réaction aux éclats émotionnels de la sœur. Il claqua simplement de nouveau de son marteau. « L'audience est ajournée » déclara-t-il en se levant de sa chaise tandis que les officiers commençaient à conduire Elizabeth dehors. « S'il vous plaît, écoutez-moi » cria Elizabeth, trouvant enfin la force de parler. Elle tenta de se tourner vers le juge, mais fut tirée violemment par les gardes qui l'accompagnaient. « J'ai quelque chose d'important à dire, vous devez écouter » continua-t-elle, maintenant en criant alors que les officiers la traînaient hors de la salle. Cependant, le juge ne la regarda même pas. Il avait déjà décidé que l'affaire était close et que rien de ce qu'Elizabeth disait ne changerait son esprit. Margaret continua de crier, suppliant quelqu'un d'écouter sa sœur. « Elle est innocente, pour l'amour de Dieu, c'est juste une enfant » pleura-t-elle alors que les officiers la faisaient sortir de la salle. Elizabeth, toujours menée par les gardes, tourna la tête pour regarder Margaret. « Margaret, je ne l'ai pas fait, je te le promets » dit-elle alors qu'elle était poussée à travers la porte. Margaret essaya de la suivre, mais fut de nouveau retenue par les policiers. La vue de sa sœur se faisant emmener semblait comme la dernière goutte d'espoir qui s'évaporait. Lorsque la porte du tribunal claqua, Elizabeth sentit le poids de la sentence peser sur ses épaules. Peu importe combien elle avait dit la vérité, personne ne la croyait. Tout ce qui restait était le silence, la peur et la longue attente des années jusqu'au jour de son exécution. La salle d'audience était en plein chaos. Tout semblait avoir été résolu et l'affaire close. Les dernières paroles du juge Andrew, condamnant Elizabeth à la peine de mort lorsqu'elle atteindrait 18 ans, résonnaient dans l'esprit de chacun. Elizabeth, toujours sous le choc, ne pouvait bouger d'un muscle, ses yeux fixés par terre, remplis de larmes coulant silencieusement sur son visage. Margaret, quant à elle, était consumée par une fureur incontrôlable. Elle ne pouvait pas croire que sa sœur, une simple fille de 9 ans, ait été condamnée pour quelque chose qu'elle savait qu'Elizabeth n'aurait pas pu faire. Les mots de Margaret résonnaient dans son esprit. « Cela ne peut pas être réel, ils ne peuvent pas lui faire ça. » Sans réfléchir, Margaret se leva brusquement de son siège et courut vers le juge Andrew, qui était encore assis à sa chaise, organisant les papiers de la sentence. « Vous mentez, c'est une supercherie, ma sœur est innocente » hurla Margaret en sautant sur le bureau du tribunal, essayant de l'atteindre. L'impact de son corps contre le bois fit voler les papiers, et le juge la regarda avec une expression de mépris complet. « Mon Dieu !» cria-t-elle, sa voix coupant l'air comme un fouet. Les gardes réagirent rapidement, attrapant Margaret par les bras et essayant de la retirer du bureau, mais elle lutta comme une lionne, donnant des coups de pied et criant.
Vous savez que vous mentez, ce n'était pas sa faute, vous fabriquez ça pour couvrir quelque chose, cria-t-elle alors que les gardes la tiraient violemment. Elizabeth, regardant la scène, finit par sortir de son état de stupeur. Margaret, non, hurla-t-elle, mais sa voix fut noyée par les cris et les murmures de l'audience, regardant la scène avec étonnement. Le juge Andrew, visiblement irrité, ajusta sa robe et claqua vigoureusement du marteau, exigeant le silence dans la salle d'audience. « Expulsez cette femme d'ici immédiatement. Je ne tolérerai pas ce genre de comportement dans mon tribunal, ordonna-t-il. Margaret continua de lutter, sa voix rauque de tant de cris. « Vous tuez une enfant, vous n'êtes pas humaine, vous êtes un monstre », hurla-t-elle alors que les gardes la traînaient enfin hors de la salle. Elizabeth, voyant sa sœur être emmenée, tenta de courir vers elle mais furent tenus par un autre garde. « Margaret, ne pars pas, s'il te plaît, reste avec moi » implora-t-elle, mais sa voix était faible au milieu du chaos. Lorsque la salle d'audience se calma enfin, le juge Andrew ajusta ses lunettes et regarda froidement Elizabeth. Il est évident que cette fille ne peut pas rester sous la garde de sa sœur, qui clairement ne possède pas la stabilité émotionnelle nécessaire pour gérer cette situation, dit-il d'un ton méprisant. À partir d'aujourd'hui, Elizabeth sera envoyée dans un orphelinat jusqu'à ce que sa sentence soit exécutée. Le tribunal est ajourné, conclut-il en claquant de nouveau du marteau avant de se lever. Elizabeth sentit son monde s'effondrer, comme si elle était piégée dans un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Tout ce qu'elle connaissait, tout ce qui la faisait se sentir en sécurité, était brutalement et irréversiblement arraché. D'abord, elle avait perdu sa mère dans l'incendie qui avait consumé leur maison, maintenant elle était séparée de la seule personne qui croyait encore en elle, sa sœur Margaret. Le cœur d'Elizabeth se sentit écrasé, comme si l'air autour d'elle avait disparu. Les gardes tenaient fermement ses bras, mais elle luttait, essayant de se libérer. « S'il te plaît, non, je veux rester avec Margaret, c'est ma sœur, elle s'occupe de moi » pleura-t-elle, sa voix chargée de désespoir. Chaque mot semblait une supplique fut-il noyé dans l'indifférence du système qui avait déjà décidé de son sort. Les gardes n'hésitèrent pas, traînant Elizabeth à travers les couloirs du palais de justice, ses petits pieds à peine capables de suivre leurs longues enjambées déterminées. Elle regarda en arrière à plusieurs reprises, essayant de voir Margaret, mais tout ce qu'elle vit fut la porte du tribunal se refermer derrière elle. Cette dernière vision creusa un vide dans sa poitrine qu'elle jugeait impossible à combler. Alors qu'elle était emmenée, Elizabeth se sentait comme une poupée emportée où bon lui semblait, impuissante face à l'injustice qui la dévorait. Ses sanglots résonnaient dans le couloir, mais personne ne semblait entendre, personne ne semblait se soucier. À l'extérieur, Margaret se débattait désespérément, essayant de se libérer des gardes qui tenaient ses bras, sa voix rauque de tant de cris. « Vous ne pouvez pas lui faire ça, c'est juste une enfant, elle n'a rien fait » cria-t-elle, le désespoir gravé dans chaque mot. Mais les gardes ne montraient aucune émotion, la tenant fermement et la repoussant loin de l'entrée du palais de justice. Pendant qu'Elizabeth était emmenée par une autre sortie, Margaret, épuisée, perdit ses forces et tomba à genoux sur le trottoir froid, ses yeux fixés sur la porte fermée comme si elle s'attendait encore à ce que sa sœur en sorte, mais seul le silence régnait. Les larmes coulaient sur le visage de Margaret, se mélangeant à la poussière sur le sol. « Je vais te sortir de là, Elizabeth, je te le promets » murmura-t-elle, sa voix à peine audible mais chargée d'une détermination qui était la seule chose qui restait dans son cœur. Pendant ce temps, Elizabeth fut placée dans une voiture de police, ses mains tremblant encore de peur. La porte se ferma avec un bruit sec et le véhicule commença à bouger, laissant le palais de justice derrière elle. Elle regarda par la fenêtre, les rues passant rapidement en flou alors que les larmes remplissaient ses yeux. Margaret n'était plus là pour tenir sa main et lui dire que tout irait bien. Pour la première fois, Elizabeth se sentit complètement seule. Elle se recroquevilla sur le siège arrière, serrant ses jambes pour se cacher du monde autour d'elle. Le poids d'être séparée de Margaret était insupportable, comme si une partie de son âme avait été arrachée. « Pourquoi personne ne me croit ?» murmura-t-elle pour elle-même, sa voix presque inaudible. Les pensées d'Elizabeth se mêlaient au bruit du moteur de la voiture. Elle essayait de comprendre comment tout avait pu arriver à ce point. Une semaine auparavant, sa vie était remplie de rires et de moments simples avec sa famille, maintenant tout était en ruine. L'image de sa mère perdue dans l'incendie hantait encore son esprit et le visage de Margaret, criant pour elle dans la salle d'audience, semblait gravé dans ses souvenirs comme une cicatrice éternelle. Elizabeth savait que la promesse de Margaret était vraie, mais au fond, elle sentait que la situation était plus grande que ce que sa sœur pouvait résoudre. Lorsque la voiture s'arrêta enfin, Elizabeth regarda dehors et vit le bâtiment de l'orphelinat. C'était une structure grise et sans vie,
avec des murs écaillés et de petites fenêtres qui ressemblaient à des yeux tristes observant le monde. Elle fut tirée de la voiture par les gardes, ses pieds hésitants lorsqu'ils touchèrent le sol. La grille en fer grinça en s'ouvrant et le son résonna de manière effrayante. Élisabeth regarda autour d'elle, essayant de trouver quelque chose qui lui apporterait un peu de réconfort, mais tout dans cet endroit semblait froid et indifférent. « Ce sera ta maison pour l'instant, dit l'un des gardes d'une voix sans émotion. Élisabeth voulut crier que ce n'était pas un foyer, qu'elle en avait déjà un, mais elle savait que personne ne l'écouterait. En entrant dans l'orphelinat, l'odeur de moisissure et de nourriture rance envahit ses narines. Les murs étaient couverts de marques du temps et de négligence, et les enfants là-bas semblaient aussi perdus qu'elle. Certains regardaient Élisabeth avec curiosité, tandis que d'autres ignoraient simplement son arrivée. Élisabeth se sentait encore plus petite qu'elle ne l'était déjà, une présence insignifiante dans un endroit qui semblait avoir englouti tout espoir. Un employé fatigué de l'orphelinat prit le bras d'Élisabeth et la conduisit dans une petite chambre vide. « Tu restes ici, dit-il en pointant un lit avec des draps fins et un oreiller usé. Élisabeth ne répondit pas, elle s'assit simplement au bord du lit, regardant le sol alors que la porte se fermait derrière elle. Dans la solitude de cette chambre, Élisabeth commença à pleurer de nouveau. C'était un cri silencieux, comme si elle n'avait plus la force de crier. Chaque larme qui tombait semblait emporter une partie de son espoir avec elle. Elle pensa à Margaret, à la promesse que sa sœur avait faite, et essaya de s'y accrocher comme la dernière corde la maintenant au-dessus de l'abîme. Mais le poids de ce qui s'était passé, la perte, l'injustice, écrasait Élisabeth. Elle s'allongea sur le lit, serrant l'oreiller comme si c'était la seule chose qui la connectait encore au monde. Le sommeil finit par la réclamer. Une seule question résonna dans son esprit, « Pourra-t-elle me sauver ?» Les années passèrent et l'orphelinat devint un lieu de cauchemar pour Élisabeth. À 13 ans, la jeune fille avait déjà appris que, dans cet environnement froid et négligent, elle ne pouvait compter que sur elle-même. Dès le premier jour, son histoire la précédait. Les autres enfants, connaissant le jugement et la sentence, commencèrent à la traiter comme une aberration. « C'est cette fille qui a tué sa propre mère », murmurait-il dans les couloirs, mais Élisabeth entendait les regards de mépris et les rires étouffés la suivre partout où elle allait, comme des ombres qui ne disparaissaient jamais. L'intimidation commença par de petits actes à la cafétéria. Les enfants prenaient la nourriture d'Élisabeth avant qu'elle puisse se servir. Au début, elle se plaignit aux soignants, mais ils haussèrent simplement les épaules, trop occupés ou indifférents à sa souffrance. « Sois forte, Élisabeth », murmura-t-elle pour elle-même alors que son estomac gargouillait pour la 3e nuit consécutive. Mais les choses commencèrent à empirer. Les enfants commencèrent à cacher ses affaires, déchirant les quelques vêtements qu'elle avait dans le placard et les jetant dans la boue de la cour. Élisabeth essaya d'ignorer cela, nettoya ce qu'elle pouvait et passa à autre chose, mais les cicatrices émotionnelles grandissaient jour après jour. Un après-midi, alors qu'Élisabeth était assise dans un coin de la cour, essayant de dessiner quelque chose dans un vieux carnet qu'elle avait trouvé dans la poubelle, 3 enfants s'approchèrent d'elle. « Qu'est-ce que tu dessines, meurtrière ? Un plan pour tuer quelqu'un d'autre ?» demanda l'un des garçons avec un sourire cruel. Élisabeth ne répondit pas. Elle savait que toute réaction ne ferait qu'alimenter leur cruauté, mais cela ne les empêcha pas. Un des garçons a arraché le notebook de ses mains et a commencé à déchirer les pages. « Regarde maintenant, elle n'a même plus de moyens de planifier, a-t-il dit en riant en jetant les morceaux par terre. Élisabeth a serré les poings, retenant ses larmes, elle ne voulait pas leur donner la satisfaction de la voir pleurer. Les nuits étaient les pires. Pendant que les autres enfants dormaient dans leur lit, Élisabeth trouvait souvent son propre matelas imbibé d'eau ou couvert de restes de nourriture. « C'est pour que tu te souviennes de ce que tu as fait », chuchurait une des filles pendant que les autres riaient avant de s'éloigner. Élisabeth essayait de nettoyer le matelas du mieux qu'elle pouvait, mais le froid de la nuit la faisait frissonner. Elle se recroquevillait dans un coin de la pièce, serrant ses genoux, essayant d'imaginer un monde où tout serait différent. « Margaret », murmurait-elle à elle-même comme un mantra. Le souvenir de sa sœur était la seule chose qui la maintenait debout, le seul espoir que quelqu'un, quelque part, se souciait encore d'elle. La faim devenait une punition constante. Chaque fois qu'Élisabeth essayait de se servir à la cafétéria, les enfants la poussaient hors de la file. « Tu ne mérites pas de manger », disait-il en vidant les assiettes devant elle. Les responsables, qui se souciaient à peine des enfants, ignoraient complètement la situation. Certains jours, Élisabeth devait fouiller dans les poubelles de l'orphelinat à la recherche de restes de nourriture. Même alors, chaque fois qu'elle trouvait quelque chose, elle devait manger en cachette, craignant que quelqu'un ne la voie et ne se moque encore plus d'elle. Son corps commençait à montrer des signes de privation.
Élisabeth était plus maigre que jamais, ses os saillant sous sa peau pâle et sa force diminuant de jour en jour. Une nuit, après une autre journée d'humiliation et de faim, Élisabeth s'assit par terre dans la chambre, serrant ses jambes contre elle. La lune éclairait faiblement le petit espace et elle regardait par la fenêtre, essayant d'imaginer le monde extérieur. « Margaret pense-t-elle encore à moi ?» se demanda-t-elle alors que des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Elle n'avait pas de réponse, seulement le silence de l'orphelinat comme compagnie. Tout ce qu'elle voulait, c'était s'échapper, quitter cet endroit et tous les souvenirs douloureux derrière elle. Mais la sentence planant au-dessus de sa tête était un rappel constant que sa liberté était une illusion. À 18 ans, le moment où elle aurait pu partir était passé. Pourtant, au milieu du désespoir, une étincelle brûlait en Élisabeth qui refusait de s'éteindre. « Ils ne me briseront pas », pensa-t-elle en serrant les poings. Même si elle était traitée comme un monstre, elle savait au fond d'elle qu'elle n'était pas coupable de l'incendie. Cette vérité était la seule chose qui la maintenait en lutte, même lorsque tout autour d'elle semblait vouloir l'écraser. Dans le silence de cette nuit, Élisabeth se fit une promesse. « Je survivrai, quoi qu'il arrive. Je prouverai mon innocence. » Et avec cette détermination, elle s'endormit, rêvant du jour où elle pourrait enfin laisser derrière elle le cauchemar qu'elle appelait la vie. Pendant ce temps, Margaret se réveillait chaque jour avec le même sentiment, un vide grandissant dans sa poitrine qui semblait s'approfondir à chaque aube. Des années s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'elle avait vu Élisabeth, mais l'image de sa sœur tirée hors de la salle d'audience, pleurant et criant son nom, restait aussi claire que ce jour fatidique. À 18 ans maintenant, Margaret était devenue une jeune femme déterminée, mais marquée par la perte. Elle travaillait dans une petite supérette où elle passait de longues heures à ranger les étagères et à servir les clients qui la remarquaient rarement. Le salaire était bas, mais elle économisait chaque centime avec un seul objectif, trouver un moyen d'aider Élisabeth. Malgré les difficultés du travail, les pensées de Margaret étaient toujours tournées vers sa sœur. « Est-elle bien ? Pense-t-elle encore à moi ?» se demandait-elle constamment. Le désir était un poids qu'elle portait chaque jour, un fardeau qu'elle ne pouvait laisser derrière elle. En rangeant les boîtes de stock ou en essuyant le comptoir du magasin, son esprit vagabondait, se rappelant le rire d'Élisabeth, comment elle lui tenait la main dans les moments difficiles. C'étaient des jours simples, mais pleins d'amour, et le souvenir de ces moments était la seule chose qui la maintenait stable. Le week-end, quand elle avait congé, Margaret marchait dans les rues près du palais de justice où le destin d'Élisabeth avait été décidé. Elle avait toujours l'espoir de trouver un indice, de voir quelque chose qui pourrait l'aider à changer le cours des événements. C'est lors d'une de ces promenades qu'elle commença à remarquer quelque chose de curieux. Le juge Andrew, le même homme qui avait condamné Élisabeth, passait souvent par là. Il avait toujours l'air pressé, portant une mallette ou parlant au téléphone avec la même expression sérieuse et froide que Margaret avait remarquée lors du procès. La vue du juge lui faisait bouillir le sang. Il vivait sa vie comme si de rien n'était, tandis qu'Élisabeth payait pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Comment peut-il dormir la nuit, pensa Margaret en l'observant de loin. Plusieurs fois, elle envisagea de l'affronter sur le champ, mais hésita toujours. Elle savait qu'elle aurait besoin de plus que des mots pour le défier. Un jour, il paiera pour ce qu'il a fait, se promit-elle en rentrant chez elle, le poids de la colère grandissant dans son cœur. Un jour, après une longue journée de travail, Margaret décida qu'elle devait voir Élisabeth. Cela faisait des années qu'elle ne s'était pas vue et le désir était presque insupportable. Elle avait économisé un peu d'argent et acheté une petite boîte de biscuits, le seul cadeau qu'elle pouvait se permettre. « J'espère que cela la fera sourire », pensa-t-elle en tenant la boîte soigneusement alors qu'elle prenait le bus pour l'orphelinat où se trouvait Élisabeth. Le trajet était long, mais sa détermination lui faisait ignorer la fatigue. Lorsqu'elle arriva à la porte de l'orphelinat, elle fut accueillie par une femme à l'expression sévère qui semblait immédiatement dérangée par sa présence. « Comment puis-je vous aider ?» demanda la femme en croisant les bras et en regardant Margaret de haut en bas. Margaret prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Je suis venue rendre visite à ma sœur Élisabeth. Cela fait des années que je ne l'ai pas vue et j'aimerais savoir comment elle va. » Elle expliqua, sa voix chargée d'émotion, mais la femme se contenta de relever les sourcils, comme si les paroles de Margaret étaient une nuisance. « Je suis désolée, mais les visites ne sont pas autorisées sans rendez-vous préalable et même alors, seulement avec une autorisation, » répondit-elle froidement. Margaret sentit son cœur s'enfoncer. « S'il vous plaît, madame, je suis la seule famille qu'elle a. Je veux juste la voir quelques minutes, elle doit m'attendre, » implora-t-elle, sa voix étranglée. Mais la femme secoua la tête, imperturbable. « Les règles sont claires, pas d'autorisation, pas de visite. Maintenant,
Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail à faire, dit-elle avant de se retourner et d'entrer dans le bâtiment en claquant la porte. Margaret resta là, incertaine de ce qu'elle devait faire. La boîte de biscuits dans ses mains semblait ridicule, bien petite face à son impuissance. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Margaret, mais elle les essuya rapidement. Elle regarda la porte, espérant qu'Elizabeth apparaîtrait d'une manière ou d'une autre de l'autre côté, mais tout ce qu'elle vit fut le bâtiment gris et sans vie. « Je voulais juste te voir », murmura-t-elle, serrant les biscuits contre sa poitrine. Avec les épaules lourdes, elle commença à marcher vers l'arrêt de bus, chaque pas devenant plus difficile que le précédent. Le silence autour d'elle semblait se moquer de sa douleur alors qu'elle attendait le but. Margaret regarda la boîte de biscuits et ressentit une nouvelle vague de frustration. « Ils ne veulent pas que je la voie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils cachent ?» se demanda-t-elle alors que son esprit commençait à se remplir de soupçons. L'image du juge Andrew lui revint à l'esprit, toujours dans les rues comme s'il était intouchable. Et s'il sait quelque chose? Et s'il est impliqué d'une manière que je n'ai pas réalisée, pensa-t-elle en serrant plus fort les biscuits. Lorsqu'elle rentra chez elle, Margaret posa les biscuits sur la table et s'effondra sur une chaise, son esprit tourbillonnant d'émotions. D'une part, le désir d'Elizabeth était presque insupportable, d'autre part, la colère contre le juge et tout le système qui avait condamné sa sœur sans preuve concrète la consumait de l'intérieur. Cette nuit-là, alors qu'elle regardait le plafond de sa petite chambre, Margaret prit une décision. « Je découvrirai la vérité et je les ferai tous payer pour ce qu'ils lui ont fait. » Elle se promit, ses yeux brillants de détermination. À partir de ce moment, sa vie ne serait plus seulement une question de survie, mais de lutte. Lutte pour Elizabeth, pour la justice et pour le lien que le temps et l'injustice ne pourraient jamais détruire. La nuit à l'orphelinat était calme, mais Elizabeth ne pouvait pas dormir. Les murmures des autres enfants avaient atteint ses oreilles plus tôt. « Ta sœur est venue ici aujourd'hui ?» À ce moment-là, son cœur s'emballa. « Margaret est là. Elle a essayé de me voir, pensa-t-elle, ressentant un mélange de joie et de douleur. Elizabeth savait qu'elle ne devait pas s'accrocher à l'espoir, mais savoir que Margaret pensait encore à elle réchauffait sa poitrine, ne serait-ce qu'un instant. Pendant que les autres enfants dormaient, Elizabeth s'assit au bord de son lit, regardant par la fenêtre qui donnait sur la cour. Elle savait que les portes étaient fermées, mais son désir de voir Margaret était plus fort que tout obstacle. « Je dois la trouver. Je ne peux plus attendre », murmura-t-elle à elle-même, ses yeux fixés sur la fenêtre. Depuis son arrivée à l'orphelinat il y a des années, Elizabeth rêvait du jour où elle retrouverait sa sœur et maintenant, elle savait que Margaret essayait de faire de même. C'était sa chance. Elizabeth commença à élaborer un plan. Elle connaissait bien les horaires des gardiens et savait qu'à ce moment-là, un seul d'eux faisait les rondes, toujours distrait par un livre ou somnolent sur la chaise de réception. Silencieusement, elle retira les draps de son lit et les noua, créant une corde improvisée. Son cœur battait la chamade alors qu'elle nouait fermement les nœuds, sa respiration courte d'adrénaline. « J'ai juste besoin de traverser la cour, après ça, je serai dehors », pensa-t-elle, essayant de calmer la nervosité grandissante en elle. Une fois tout prêt, Elizabeth ouvrit soigneusement la fenêtre, veillant à ne pas faire de bruit. L'air froid de la nuit la frappa immédiatement, mais elle n'hésita pas. Elle jeta les draps par-dessus le rebord de la fenêtre et commença à descendre. Ses petites mains tenaient fermement le tissu, la peur de tomber se battant contre la volonté de continuer. Lorsque ses pieds touchèrent enfin le sol de la cour, elle poussa un soupir de soulagement. À mi-chemin, pensa-t-elle en regardant autour pour s'assurer que personne n'était prêt. Elizabeth traversa la cour en courant, esquivant les ombres et évitant les lumières encore allumées. Ses pieds nus faisaient à peine du bruit en touchant le sol froid. Lorsqu'elle atteignit la grille en fer qui séparait l'orphelinat du monde extérieur, elle sentit son cœur se serrer. La grille était verrouillée comme toujours, mais Elizabeth savait comment la franchir. Depuis des mois, elle avait remarqué un petit trou en bas de la grille, caché par des buissons. C'était étroit, mais elle pouvait se faufiler en s'accroupissant. Elizabeth rampa à travers le trou, se griffant les bras et les genoux, mais émergea finalement de l'autre côté. Dehors, le monde semblait immense et effrayant, mais aussi plein de possibilités. Elizabeth prit une profonde inspiration, sentant la liberté pour la première fois depuis des années. Elle ne savait pas exactement où se trouvait Margaret, mais elle se souvenait du magasin où elle travaillait. C'était sa seule destination et rien ne l'arrêterait tant qu'elle n'y serait pas. La jeune fille commença à marcher dans les rues désertes, ses pieds nus résonnant sur l'asphalte froid. La peur d'être attrapée était omniprésente, mais l'espoir de voir Margaret était plus fort. Après une heure de marche, Elizabeth aperçut la petite supérette où travaillait Margaret.
Les lumières étaient éteintes, mais elle savait que sa sœur vivait à l'arrière. « Margaret » cria-t-elle en frappant à la porte de toutes ses forces. Pendant quelques secondes, tout devint silencieux et Elisabeth sentit la panique monter. « Et si elle n'est pas là? Et si je ne la trouve jamais ?» pensa-t-elle. Mais alors, elle entendit des pas précipités de l'autre côté de la porte. Lorsque la porte s'ouvrit, Margaret était là, les yeux écarquillés de surprise. « Elisabeth » dit Margaret d'une voix de murmure incrédule. Elisabeth pouvait à peine répondre avant d'être tirée dans une étreinte serrée. « Je savais que tu essayerais de me voir. Ils m'ont dit que tu étais à l'orphelinat, dit Elisabeth, sa voix tremblante. Margaret commença à pleurer en serrant sa sœur étroitement. J'ai essayé, mais ils ne m'ont pas laissé te voir. Je suis tellement désolée, Elisabeth. Je suis tellement désolée, dit-elle, sa voix chargée de culpabilité. Les deux restèrent enlacés pendant quelques minutes, réticentes à se séparer comme si le monde pouvait les séparer à nouveau à tout moment. Lorsqu'elles se séparèrent enfin, Margaret prit la main d'Elisabeth et la conduisit à l'intérieur, l'asseyant sur le petit canapé. « Tu es tellement mince. Ils ne prennent pas soin de toi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix maintenant pleine de colère. Elisabeth secoua simplement la tête en baissant les yeux. « Ils ne se soucient pas de moi. »« Personne ne s'en soucie, » répondit-elle avec une tristesse qui brisa le cœur de Margaret. Margaret prépara une collation simple pour Elisabeth avec le peu qu'elle avait dans la cuisine. Tandis que sa sœur mangeait, Margaret s'assit à côté d'elle, lui tenant la main. « Je vais trouver une solution, Elisabeth. Je vais te sortir de là, même si ça me coûte tout ce que j'ai, » promit-elle, ses yeux remplis de détermination. Elisabeth voulait y croire, mais au fond d'elle, elle sentait que leur destin était plus cruel que cela. Le moment fut interrompu par un coup fort à la porte. Elisabeth se figea, ses yeux s'écarquillant de peur. « Ce sont les flics » murmura-t-elle en serrant fortement le bras de Margaret. Margaret ouvrit la porte avec précaution et deux officiers se tenaient là, avec des expressions sévères. « Nous avons reçu une alerte de l'orphelinat concernant une fugueuse. Nous sommes ici pour ramener la fille, dit l'un d'eux, ignorant les protestations de Margaret. Elisabeth commença à pleurer, se cramponnant à sa sœur. « S'il te plaît, ne me prends pas. Je veux juste rester avec elle, implora-t-elle. Mais les officiers la tirèrent de force. Margaret tenta de les arrêter, mais fut poussée de côté par l'un des officiers. « C'est ma sœur, tu ne peux pas faire ça » cria-t-elle alors qu'Elisabeth était placée dans la voiture. À travers la fenêtre, Elisabeth regarda Margaret, les yeux remplis de larmes et de désespoir. « Je t'aime, Margaret » pleura-t-elle alors que la voiture commençait à s'éloigner. Margaret resta là sur le trottoir, se sentant impuissante. Tout ce qu'elle pouvait faire était regarder Elisabeth être ramenée au cauchemar dont elle avait essayé de s'échapper. Les années passèrent et l'injustice qui avait séparé Elisabeth et Margaret devint le centre de leur vie respective. Elisabeth, maintenant âgée de 17 ans, restait piégée dans l'orphelinat, mais s'était durcie avec le temps. Les humiliations et les privations ne la brisaient plus comme avant, même si les cicatrices étaient profondes et son apparence avait changé. Ses yeux, autrefois pleins de curiosité et d'innocence, reflétaient maintenant la dureté d'une vie remplie de pertes et de souffrances. Malgré cela, elle continuait de s'accrocher à une seule promesse. Margaret était toujours là dehors et un jour, d'une manière ou d'une autre, sa sœur viendrait la chercher. Pendant ce temps, Margaret, devenue adulte, portait la culpabilité et la douleur de ne pas avoir pu sauver Elisabeth. Chaque nuit, quand elle fermait les yeux, elle voyait sa sœur être emmenée par la police en criant son nom. L'image hantait ses rêves et sa haine envers le juge Andrew grandissait chaque jour. Margaret n'était plus la jeune femme naïve qui croyait au système. Elle savait qu'elle devait agir, et son cœur était consumé par une seule mission, détruire l'homme qui avait condamné sa sœur et ruiné leur vie. Margaret commença à élaborer un plan. Elle passa des semaines à observer les mouvements du juge Andrew, notant ses horaires et ses détails de routine. Elle savait qu'il vivait dans une grande maison dans un quartier isolé, entouré de hauts murs et de portails imposants. Pourtant, elle remarqua des failles, le moment où le garde de nuit faisait ses rondes et les lumières qui s'éteignaient précisément à 22 heures. Chaque détail était minutieusement enregistré. Je dois trouver quelque chose sur lui, quelque chose qui puisse l'exposer, détruire sa réputation, pensa Margaret en étudiant une carte de fortune qu'elle avait dessinée de la propriété. Cette nuit, la tension chez Margaret était palpable. Son plan était prêt. Elle avait décidé de cambrioler la maison du juge. Margaret croyait qu'à l'intérieur, elle pourrait trouver des documents ou des preuves prouvant qu'il avait manipulé le procès d'Elisabeth. Même si c'était risqué, elle était prête à payer le prix.
Peu importe ce qui se passe, il paiera pour tout ce qu'il a fait, murmura-t-elle en mettant un sac à dos avec les outils de base dont elle pourrait avoir besoin. Une lampe de poche, des gants et une petite barre de fer pour forcer les fenêtres ou les portes. Margaret attendit que la ville soit calme, le genre de silence qui n'arrive qu'après minuit. Vêtue de vêtements sombres et d'une détermination farouche, elle marcha dans les rues en direction de la maison du juge. Ses pas étaient fermes, mais son cœur battait la chamade. Lorsqu'elle arriva, elle observa l'endroit pendant quelques minutes, s'assurant que tout était comme elle l'avait anticipé. La grille principale était verrouillée, mais elle savait qu'il y avait une entrée latérale avec moins de surveillance. Utilisant la barre de fer, elle réussit à ouvrir une petite entrée et pénétra sur la propriété. Le jardin était grand et faiblement éclairé, avec des ombres qui semblaient bouger au moindre souffle de vent. Margaret marchait prudemment, essayant de ne pas faire de bruit. Le froid de la nuit faisait trembler ses doigts, mais elle ne s'arrêta pas. Chaque pas la rapprochait de son objectif, le bureau du juge, situé à l'arrière de la maison selon ses observations. Margaret était tellement concentrée qu'elle ne remarqua presque pas un léger bruit derrière elle, comme le bruissement des feuilles. Elle s'arrêta, figée, et regarda autour d'elle. Il n'y avait rien, juste le vent, pensa-t-elle en essayant de calmer son cœur battant la chamade. Lorsqu'elle atteignit la fenêtre du bureau, elle commença à travailler sur la serrure avec ses outils. La fenêtre était ancienne et la gâche se libéra plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Margaret ouvrit la fenêtre et s'apprêtait à entrer quand elle entendit un son clair et distinct derrière elle, des pas. Son corps se tendit et elle se retourna rapidement dans l'obscurité. Elle pouvait distinguer la silhouette de quelqu'un qui approchait, un homme aux vêtements sales et au regard à la fois curieux et fatigué. « Que fais-tu ici » demanda-t-il, sa voix basse mais ferme. Margaret recula, son cœur battant à tout rompre. L'homme ressemblait à un mendiant avec une barbe négligée et un chapeau froissé couvrant une partie de son visage. Elle ne savait pas s'il représentait une menace ou s'il était simplement un observateur curieux, mais sa présence était inattendue et dangereuse. « Ça ne te regarde pas » répondit Margaret en essayant de rester calme. L'homme inclina la tête comme s'il l'évaluait. « Peux-tu me donner quelque chose à manger ? Ça fait longtemps que je n'ai rien mangé. » Margaret fut paralysée un instant, ses yeux fixés sur l'homme devant elle. Sa demande était simple mais inattendue, quelque chose à manger. Elle répéta presque sans y croire. Elle était là, sur le point de cambrioler la maison du juge, portant assez de colère pour affronter n'importe quoi, mais la faim dans les yeux de cet homme la fit hésiter. Il ne semblait pas menaçant, juste fatigué, comme quelqu'un portant ses propres batailles silencieuses. « Je n'ai rien » répondit Margaret en essayant de rester concentrée sur sa mission. Cependant, en regardant de nouveau le mendiant, quelque chose dans son expression la frappa. Il n'était pas là pour la juger ou l'arrêter, mais semblait être un rappel de tout ce qu'elle avait perdu et du type de personne qu'elle voulait être. « Attends ici » dit-elle finalement, laissant son sac à dos sur le sol et marchant vers la rue. Elle trouva un petit dîner ouvert au coin où elle utilisa ses dernières pièces pour acheter un simple sandwich. En attendant, son esprit était divisé. Une partie d'elle voulait retourner à la maison du juge pour finir ce qu'elle avait commencé, mais une autre partie sentait que cela ne la mènerait nulle part. Lorsqu'elle retourna vers le mendiant, elle lui tendit le sandwich avec un regard mêlant lassitude et compassion. « Voilà, c'est tout ce que j'ai » dit-elle alors que l'homme acceptait la collation avec un sourire fatigué mais sincère. « Merci, mademoiselle » dit-il en s'asseyant par terre pour manger. Margaret le regarda un moment, ressentant le poids de ses propres actions. Elle savait qu'elle avait besoin de réponses concernant le juge, mais elle ne voulait pas que sa quête de justice la transforme en quelqu'un de cruel ou indifférent à la souffrance des autres. Peut-être que cela peut attendre, pensa-t-elle en ramassant son sac à dos du sol. Elle regarda le mendiant une dernière fois avant de partir. « Bonne chance » dit-elle doucement et commença à rentrer chez elle. L'air de la nuit semblait plus léger maintenant, bien que la bataille intérieure soit loin d'être terminée. À l'orphelinat, la nuit restait calme, sauf le bruit occasionnel de pas dans le couloir. Elisabeth, maintenant âgée de 17 ans, était allongée dans son lit, mais le sommeil refusait de venir. Les souvenirs des humiliations quotidiennes qu'elle affrontait rendaient les nuits difficiles. Malgré tout, Elisabeth gardait une gentillesse dans son cœur que personne ne semblait remarquer. Elle savait ce que c'était que d'avoir faim, de se sentir isolée et méprisée, ce qui la rendait sensible à la souffrance des autres, même ceux qui la maltraitaient. Cette nuit-là, Elisabeth entendit un petit cri venant d'un coin de la pièce, un son aussi inattendu que familier. C'était une des filles qui la taquinait fréquemment, la leader du groupe qui s'assurait de transformer chaque jour d'Elisabeth en un petit enfer. Elisabeth se leva silencieusement,
poussée par une curiosité mêlée de quelque chose de plus profond, une compassion qui insistait pour survivre malgré tout ce qu'elle avait enduré. Elle marcha prudemment vers le coin où la fille se blottissait, essayant de ne pas la surprendre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Elisabeth d'une voix douce, presque un murmure. La fille leva les yeux, surprise, avec des yeux rouges et gonflés par tant de pleurs. Sa hostilité habituelle avait disparu, remplacée par une vulnérabilité qu'Elisabeth n'avait jamais vue auparavant. « J'ai faim, je n'ai rien mangé de la journée », répondit la fille en essayant de cacher son visage entre ses bras comme si sa confession était quelque chose de honteux. Elisabeth resta immobile un instant, observant la scène étrange pour elle. Cette même fille avait caché sa nourriture tant de fois, ri de sa douleur et même encouragé les autres à faire de même. Et maintenant elle était là, sans protection, demandant de l'aide. Pendant un instant, Elisabeth pensa à lui tourner le dos. Une partie d'elle croyait qu'il serait juste de la laisser là, ressentant le même vide qu'elle avait elle-même affronté tant de fois. Mais en regardant la fille accroupie, elle se souvint à quel point c'était terrible d'avoir faim, de ressentir un estomac vide et le sentiment d'abandon qui en résultait. Elle soupira, abaissant ses épaules comme si elle portait le poids d'une décision. « Attends ici », dit-elle avec un calme inattendu. Sans attendre de réponse, elle quitta la pièce et alla à la cuisine. La cuisine était froide et sombre, avec l'odeur de la nourriture du dîner encore présente dans l'air. Elisabeth ouvrit soigneusement les placards en essayant de ne pas faire de bruit et trouva un morceau de pain et un peu de soupe froide qui avaient été laissés. Elle mit tout sur une assiette et la serra fermement avant de retourner dans la chambre. Ses pieds nus touchèrent le sol froid et chaque pas semblait réaffirmer qu'elle faisait la bonne chose, même si ce n'était pas facile. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que je pouvais obtenir », dit Elisabeth en tendant l'assiette à la fille. L'autre la regarda avec une expression de surprise sincère, comme si elle ne pouvait pas croire qu'Elisabeth, de toutes les personnes, offrait de l'aide. « Pourquoi m'aides-tu » demanda la fille. « J'ai toujours été horrible avec toi », répondit-elle d'une voix hésitante, presque un murmure. Elisabeth haussa les épaules et s'assit à côté d'elle. « Parce que je sais ce que c'est que d'avoir faim et que personne ne mérite cela, même s'ils m'ont maltraité, répondit-elle avec un petit sourire. La fille prit l'assiette, encore incrédule, et commença à manger lentement. Le silence entre elles était lourd, mais pas tendu comme d'habitude. Cette fois, il semblait y avoir un silence de compréhension, comme si quelque chose d'invisible changeait entre elles. Elisabeth regarda la fille dévorer le pain et la soupe, remarquant comment ses yeux, autrefois pleins d'arrogance, montraient maintenant quelque chose de plus proche de la honte. « Merci » murmura la fille d'une voix basse, comme si elle avait peur que quelqu'un ne l'entende. Elisabeth hocha simplement la tête, ne disant rien. Lorsque la fille eut fini de manger, elle laissa l'assiette par terre et regarda Elisabeth avec une expression mêlant regret et admiration. « Je pensais que tu étais mauvaise, c'est tout ce qu'on disait de toi » dit-elle en regardant le sol et en jouant nerveusement avec ses mains. Elisabeth, avec sa calme habituelle, répondit « Les gens disent ce qu'ils veulent, mais cela ne veut pas dire que c'est vrai. » Sa voix était sereine, presque comme si elle enseignait quelque chose qu'elle avait appris il y a longtemps. La fille sourit légèrement, un sourire timide mais sincère, comme si ce moment avait brisé une barrière invisible. Les deux restèrent en silence pendant quelques minutes de plus sans avoir besoin de dire quoi que ce soit d'autre. Elisabeth réalisa qu'il y avait quelque chose de puissant dans ce simple geste, quelque chose que les mots ne pouvaient exprimer. Lorsque la fille se leva enfin pour retourner se coucher, elle regarda Elisabeth une dernière fois et dit « Merci vraiment, Elisabeth ». Elle sourit simplement en regardant la fille s'éloigner et se coucher. C'était la première fois depuis des années qu'Elisabeth sentait que sa gentillesse, si souvent ignorée ou ridiculisée, avait fait une différence. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son propre lit, Elisabeth ressentit une sensation étrange mais réconfortante. Même au milieu de tout ce qu'elle affrontait, la faim, l'intimidation, la solitude, elle savait qu'il y avait encore de la gentillesse dans son cœur, et c'était quelque chose que personne ne pourrait lui enlever. En regardant le plafond de la pièce, elle pensa à Margaret et à la promesse silencieuse qui les reliait. Un jour, tout cela sera terminé, pensa-t-elle en fermant les yeux et en imaginant le jour où elle serait enfin libre aux côtés de sa sœur. Alors qu'Elisabeth s'endormait, la fille qui avait reçu son aide était également éveillée, réfléchissant à ce qui venait de se passer. Pour la première fois, elle ressentit de la honte pour toutes les choses cruelles qu'elle avait faites à Elisabeth. Peut-être qu'elle n'est pas le monstre que tout le monde dit qu'elle est, pensa-t-elle alors que le sommeil la gagnait lentement. À ce moment-là, quelque chose avait changé, non seulement entre elles, mais aussi en elle-même. Sans s'en rendre compte, un fil d'espoir avait été planté dans leur cœur. La nuit était froide et silencieuse quand Margaret décida enfin qu'il était temps d'agir.
La décision de cambrioler la maison du juge ne venait pas seulement de sa colère refoulée au fil des ans, mais aussi de son besoin de comprendre ce qui s'était réellement passé. Elle voulait de la justice, mais aussi des réponses. Comment un homme qui semblait si sûr de lui, si implacable dans son jugement, peut-il marcher dans les rues sans montrer de culpabilité? Il y a quelque chose qu'il cache et Margaret était déterminée à le découvrir. Vêtue de vêtements sombres et portant un sac à dos léger, elle s'approcha de la maison du juge Andrew. La propriété était grande et entourée de hauts murs, mais elle avait déjà étudié l'endroit en détail. Elle savait qu'une des fenêtres du rez-de-chaussée côté avait l'habitude d'être laissée ouverte et que le système de sécurité avait une faille du côté gauche de la grille. Margaret prit une profonde inspiration, sentant l'adrénaline couler dans ses veines. « C'est maintenant ou jamais » murmura-t-elle en commençant à escalader la clôture. Lorsqu'elle atteignit l'autre côté, elle resta accroupie, marchant prudemment à travers le jardin faiblement éclairé. La lumière dans la pièce principale était encore allumée et Margaret pouvait entendre des voix venant de l'intérieur de la maison. Elle s'approcha d'une fenêtre et jeta un coup d'œil par les rideaux. Ce qu'elle vit la déconcerta. Andrew était assis à la table à manger avec une femme et 2 adolescents, tous souriants. La famille semblait être en plein moment de célébration. Au centre de la table, il y avait un gâteau avec une petite bougie et Margaret pouvait entendre un des enfants dire « Félicitations pour 8 ans sans fumer, papa ». La scène semblait complètement incompatible avec l'image de l'homme froid et sévère qu'elle connaissait du tribunal. Margaret sentit son estomac se nouer. Comment cet homme qui a détruit ma famille peut-il mener une vie si paisible et heureuse? Sa colère grandit à chaque seconde qu'elle observait la famille rire et s'échanger des câlins comme si rien au monde ne pouvait les toucher. Elle serra les poings, mais garda sa concentration. Cela ne change rien. Il est toujours coupable, pensa-t-elle en s'éloignant de la fenêtre et se dirigeant vers le côté de la maison. Finalement, elle trouva la fenêtre qu'elle avait prévu d'utiliser pour entrer. Comme prévu, la gâche céda facilement et Margaret glissa à l'intérieur de la maison. Ses pieds touchèrent le sol doux du bureau. Elle illumina la pièce avec une petite lampe de poche, se déplaçant soigneusement pour ne pas faire de bruit. Le bureau était rempli de livres, de cadres et de certificats, tous affichant le prestige du juge. Margaret ignora tout cela, se concentrant sur sa mission. Elle commença à ouvrir les tiroirs, cherchant tout ce qui pourrait révéler quelque chose sur le passé d'Andrew ou sur le procès d'Elizabeth. Cependant, dans un des tiroirs arrière, Margaret trouva quelque chose de complètement inattendu, une petite boîte en bois verrouillée avec une simple gâche. Avec un couteau utilitaire qu'elle avait apporté, elle réussit à ouvrir la boîte, révélant une pile de vieilles lettres. Le papier était jauni, mais les mots étaient encore lisibles. Chaque lettre commençait par le même nom, « Chère Sylvia ». Margaret sentit son cœur s'arrêter un instant. Sylvia était le nom de sa mère. Elle prit l'une des lettres et commença à lire, ses mains tremblantes. « Chère Sylvia, chaque jour sans toi est comme une plaie qui ne guérit jamais. Je pense à toi à chaque instant et même en sachant que notre amour est impossible, je ne peux pas arrêter de t'aimer. Sache que tout ce que je fais, c'est pour toi. » Les mots étaient passionnés, pleins d'émotion, et laissèrent Margaret complètement confuse. « Ma mère est le juge ? Cela n'a aucun sens, pensa-t-elle en prenant une autre lettre. Toutes les lettres étaient adressées à Sylvia, chacune plus intense que la précédente. Certaines mentionnaient des rencontres secrètes tandis que d'autres parlaient de la peur d'être découverte. Margaret sentit ses jambes fléchir. Elle s'assit sur le sol entouré par les lettres, essayant de traiter ce qu'elle lisait. Sa mère, la femme qui lui avait toujours appris à se battre pour ce qui est juste, avait eu une relation avec l'homme qui avait détruit leur vie. Margaret leva les yeux, encore sous le choc, et réalisa qu'il y avait plus dans la boîte. Il y avait aussi une petite photographie légèrement fanée mais assez claire pour reconnaître les visages. C'était Sylvia, bien plus jeune, debout à côté d'Andrew. Tous deux souriaient comme si le monde entier était parfait. Margaret ressentit un mélange de colère et de tristesse en regardant la photo. « Comment est-ce possible ? Il a aimé ma mère » murmura-t-elle en serrant la photographie dans ses mains. Le bruit de pas à l'étage la ramena à la réalité. Elle remit rapidement les lettres dans son sac à dos et éteignit la lampe de poche. Son cœur battait la chamade et son esprit était encore plein de questions. Qui était vraiment Andrew ? Quelle était sa relation avec ma mère ? Et plus important encore, qu'est-ce que cela signifie pour moi et Elizabeth ? Margaret savait que les réponses étaient là, mais le temps était compté. Bien soigneusement, elle retourna à la fenêtre par laquelle elle était entrée et s'échappa avant que quelqu'un ne puisse remarquer sa présence. Une fois dehors, Margaret s'enfuit avec les lettres et la photographie glissée dans son sac à dos.
Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle avait découvert. Pourquoi un homme qui semblait avoir tant aimé Sylvia condamnerait-il sa fille à la peine de mort? Je dois découvrir la vérité, murmura-t-elle en courant à travers l'obscurité. L'image de la photo brûlait encore dans son esprit et Margaret savait que sa quête de réponse ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Margaret se réveilla avec un poids écrasant sur la poitrine. Le soleil illuminait déjà le ciel, mais pour elle, la journée semblait enveloppée de ténèbres. C'était l'anniversaire d'Elizabeth, sa sœur allait avoir 18 ans, mais au lieu de célébration, ce jour-là portait une terrible menace, l'exécution par chaise électrique. Margaret sentit le désespoir s'emparer de son corps alors qu'elle s'asseyait à la petite table de la cuisine. Les lettres et la photographie de sa mère avec le juge Andrew étaient éparpillées devant elle comme des pièces d'un puzzle qu'elle ne pouvait reconstituer. Elle fixait l'image, les visages souriants de sa mère et du juge semblant se moquer d'elle. S'il l'aimait tant, pourquoi a-t-il condamné Elizabeth? Pourquoi a-t-il détruit nos vies? Murmura-t-elle en se massant les tempes avec ses mains. Les questions tourbillonnaient dans son esprit comme un ouragan. Quelque chose n'allait pas, mais Margaret savait qu'elle était proche de découvrir la vérité. Les lettres révélaient plus qu'une simple romance interdite, il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose qu'Andrew cachait. Je dois découvrir ce qui s'est passé dans cet incendie, pensa-t-elle, son esprit désormais concentré sur un seul objectif. Alors qu'elle regardait par la fenêtre, essayant d'organiser ses pensées, quelque chose attira son attention de l'autre côté de la rue. La maison du voisin restait telle qu'elle se souvenait de plusieurs années auparavant. C'était un homme réservé, mais Margaret savait qu'il avait installé des caméras de sécurité sur sa propriété depuis longtemps. Et s'il avait encore les enregistrements, pensa-t-elle, ressentant une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, ces caméras avaient-elles enregistré quelque chose le jour de l'incendie, quelque chose qui pourrait éclairer ce qui s'était réellement passé. Margaret attrapa son sac à dos où elle gardait les lettres et se précipita hors de la maison. L'air du matin était froid, le genre de froid qui transperce la peau et semblait refléter la gravité du moment. Elle serra son manteau plus étroitement autour de son corps, mais le froid n'était pas la seule raison de ses frissons. L'anxiété pulsait dans ses veines, chaque pas chargé de pensées et de possibilités qu'elle ne pouvait ignorer. Les rues étaient calmes, peu de voitures passaient et la ville semblait plongée dans un calme trompeur, contrastant avec le tumulte intérieur qu'elle ressentait. Ses yeux fixés au sol, mais son esprit était ailleurs. Et si je me trompe? Et si rien de tout cela ne fonctionne? Pensa-t-elle, mais continua de marcher, chaque pas un petit acte de courage. Lorsqu'elle arriva devant la maison du voisin, elle s'arrêta devant la porte, les mains moites et le cœur battant la chamade. Et s'il ne me laisse pas voir? Et si c'est trop tard? Pensa-t-elle en mordillant sa lèvre inférieure. Margaret savait qu'elle mettait ses derniers espoirs dans cette demande et la peur d'être rejetée la faisait presque rebrousser chemin, mais elle ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration. Les lettres dans son sac semblaient plus lourdes que d'habitude, comme si elles étaient un rappel tangible de sa mission. Je ne peux pas abandonner maintenant. Elizabeth ne peut pas payer pour quelque chose qu'elle n'a pas fait, murmura-t-elle, secouant la tête comme pour dissiper les doutes. Avec un mouvement rapide, elle frappa à la porte. Le bois grinça légèrement lorsque la porte s'ouvrit, révélant un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et au visage affichant la fatigue accumulée des années de travail et de soucis. Ses yeux montraient de la bonté mais aussi de la curiosité de voir Margaret si tôt. Il fronça légèrement les sourcils, comme s'il essayait de déchiffrer la raison de la visite inattendue. « Margaret, que fais-tu ici si tôt ?» demanda-t-il en croisant les bras, dans un geste de surprise mêlé de prudence. Sa voix avait un ton amical mais portait une pointe de suspicion. Margaret prit une profonde inspiration, sentant l'air froid remplir ses poumons alors qu'elle rassemblait le courage de répondre. « Monsieur Richard, je sais que c'est étrange, mais j'ai besoin de votre aide. C'est à propos de ma sœur Elizabeth, commença-t-elle, sa voix tremblante et basse, presque hésitante. Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'avait imaginé, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer maintenant. L'homme inclina la tête, visiblement confus. Il savait pour le dossier d'Elizabeth, comme tous les voisins, mais il ne comprenait pas ce que Margaret attendait de lui. « Elizabeth, la fille de l'incendie? Que puis-je faire pour elle maintenant ?» demanda-t-il, essayant de comprendre la gravité de la situation. Margaret fit un pas en avant, les yeux fixés sur les siens, essayant de transmettre l'urgence de sa demande. Elle savait qu'elle n'avait pas de temps à perdre, mais elle devait aussi choisir ses mots avec soin. « Je sais que vous avez eu des caméras ici pendant des années. J'ai besoin de savoir si vous avez encore les enregistrements du jour de l'incendie, il y a 8 ans, dit-elle, sa voix chargée de détermination.
Elle remarqua à peine qu'elle serrait fermement les sangles de son sac à dos, comme si cela l'aidait à garder le contrôle. L'homme écarquilla les yeux, visiblement surpris par la demande. Il cligna plusieurs fois des yeux, essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. Les caméras ? Margaret, ça fait si longtemps ici. Pourquoi veux-tu voir ça maintenant ? Demanda-t-il, son ton mélangeant incrédulité et prudence. Il ne savait pas ce qu'elle s'attendait à trouver dans quelque chose d'aussi éloigné dans le temps, mais la gravité de son expression le fit réfléchir. Margaret, de son côté, n'hésita pas. Sa voix était plus ferme que jamais. Parce que je pense que la vérité s'y trouve et que c'est peut-être la seule chance de sauver ma sœur, répondit-elle, sentant l'urgence de sa mission grandir. Chaque mot semblait porter une force née d'années de frustration et d'espoir réprimé. Elle fit un autre pas en avant, le sac à dos oscillant légèrement sur son dos, et regarda directement dans les yeux de Richard. Son regard était rempli de quelque chose qu'il ne pouvait ignorer, un mélange de désespoir et de détermination. « Puis-je vérifier les caméras du jour de l'incendie ?» demanda-t-elle à nouveau, sa voix maintenant un murmure, mais chaque mot portait le poids de ce qui était en jeu. C'était une simple demande, mais chargée de implications que seule Margaret pouvait comprendre. À ce moment-là, Richard hésita un instant, analysant Margaret comme s'il essayait de décider s'il devait ou non accéder à sa demande. Il y avait quelque chose dans son regard qui le fit céder, un mélange de désespoir et de détermination qu'il ne pouvait ignorer. « D'accord, Margaret, essayons, » dit-il finalement, ouvrant la porte pour qu'elle entre. Un soulagement envahit le corps de Margaret comme une vague, mais elle savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir. « Merci, monsieur Richard, merci beaucoup, » répondit-elle, essayant de contenir l'émotion dans sa voix. Ils se dirigèrent vers le bureau de Richard, un petit espace mais bien organisé avec un bureau rempli de papiers et un vieil ordinateur au centre. Il tira la chaise pour Margaret et s'assit à côté d'elle, allumant le moniteur. Si j'ai encore ces enregistrements, ils seront sur le disque dur externe, mais Margaret, nous parlons d'il y a presque une décennie. Je ne sais pas si les fichiers y seront, avertit-il en connectant l'appareil à l'ordinateur. Margaret hocha la tête, serrant ses mains dans ses genoux. Je dois essayer. Je dois juste le voir de mes propres yeux, répondit-elle, sa voix tremblante mais ferme. L'ordinateur prit du temps à charger les fichiers, le bruit du disque dur travaillant remplissant le silence tendu de la pièce. Lorsque la liste des enregistrements apparut enfin, Richard commença à faire défiler les dates, chaque clic de la souris semblant une éternité pour Margaret. Les voici, mais nous devons remonter à 2010, dit-il en fronçant les sourcils. Alors qu'il ajustait les filtres, cela pourrait prendre un certain temps. Margaret sentit l'anxiété grandir en elle, mais elle essaya de se concentrer. « D'accord, j'attendrai, » répondit-elle, bien que son cœur battait la chamade alors que les vieilles images apparaissaient. Le temps semblait s'étirer. Richard avançait mois par mois, vérifiant chaque dossier, mais le processus était lent et fastidieux. Margaret, initialement pleinement attentive, commença à ressentir la fatigue peser sur elle. Les heures de tension accumulées et les nuits blanches commencèrent enfin à avoir raison d'elle. Ses yeux clignaient plus lentement et sa tête commença à légèrement s'incliner. « Concentre-toi, Margaret, tu ne peux pas t'endormir maintenant, » murmura-t-elle pour elle-même, mais le son constant des clics de la souris et la lumière tamisée du moniteur créèrent un rythme hypnotique. Sans s'en rendre compte, Margaret finit par reposer sa tête sur le bras de la chaise et ferma les yeux. Le sommeil la prit de manière inattendue, la plongeant dans un bref moment d'oubli. Pendant qu'elle dormait, des fragments de souvenirs et de peur se mêlèrent dans ses rêves. Elle vit le visage d'Elisabeth, encore enfant, l'appelant au tribunal, l'image de la maison en feu comme une ombre qui ne disparaissait jamais. Margaret se réveilla en sursaut, son cœur battant la chamade et son regard confus. « Quelle heure est-il ? Ai-je manqué beaucoup de choses ?» demanda-t-elle, sa voix chargée de panique. Richard, qui était toujours assis à côté d'elle, la regarda avec une expression sérieuse. « Tu as dormi pendant environ 1 heure, » dit-il calmement, mais ses prochains mots firent tomber le sol sous les pieds de Margaret. « Margaret, l'exécution de ta sœur est prévue pour demain. » Elle sentit le sol disparaître de sous ses pieds. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. « Demain ? Mais je pensais avoir plus de temps, » s'exclama-t-elle, sa voix pleine d'angoisse. Richard posa sa main sur son épaule, essayant de la réconforter. « Nous devons continuer. Nous pouvons encore trouver quelque chose, mais tu dois rester calme, » dit-il fermement. Margaret prit une profonde inspiration, essayant de retenir les larmes. Le poids du temps semblait maintenant insupportable, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser décourager. « D'accord, continuons. Je ne peux pas perdre ma sœur, »
dit-elle, se concentrant de nouveau sur le moniteur, ses doigts tremblants alors qu'elle tenait la souris, mais sa détermination brillait plus fort que jamais. L'horloge tournait et chaque seconde rappelait que le destin d'Elizabeth était entre ses mains. Margaret plissa les yeux, les fixant sur le moniteur, tandis que le fichier de la date se chargeait enfin. C'était le jour de l'incendie, le 27 octobre 2010. La vidéo était tremblante, la qualité pas la meilleure, mais elle ne pouvait pas détacher son regard. Son cœur battait à tout rompre, un mélange d'espoir et de peur. « C'est ici, c'est maintenant », murmura-t-elle en se penchant plus près de l'écran. Richard était à ses côtés mais resta silencieux, comprenant la gravité du moment. Au début, la vidéo ne montrait que l'avant des maisons dans la rue. La caméra était positionnée à un angle fixe, capturant la cour de Richard et une partie de la clôture séparant sa propriété de celle de Margaret. Tout semblait calme, presque banal. Une voiture passait lentement, des enfants jouaient au loin et la vie suivait son cours. Margaret commença à ressentir une pointe de frustration. « Il n'y a rien ici », dit-elle presque en chuchotant, ses mains agrippant les accoudoirs de la chaise alors qu'elle avançait prudemment dans la vidéo. À mesure que le temps dans la vidéo approchait les heures où l'incendie avait commencé, Margaret sentit son estomac se nouer. Le silence dans la pièce semblait écrasant, interrompu uniquement par le son des clics de la souris, puis quelque chose attira son attention. Une silhouette apparut dans le coin de la vidéo près de la clôture séparant les maisons. L'homme semblait décontracté, comme s'il passait simplement. Il portait une veste sombre et tenait quelque chose dans la main. Margaret plissa les yeux, essayant de distinguer l'objet. « Qu'est-ce que c'est » se demanda-t-elle prudemment en avançant dans la vidéo. La silhouette mystérieuse s'arrêta près de la clôture, regardant autour de lui comme s'il vérifiait si quelqu'un le surveillait. Le cœur de Margaret commença à battre la chamade et elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'homme sortit quelque chose de sa poche, une cigarette. Il l'alluma, prit quelques bouffées, puis jeta la cigarette allumée par terre, juste à côté des feuilles sèches accumulées près de la clôture en bois. Margaret retint son souffle, regardant en choc alors que les feuilles commençaient lentement à prendre feu. L'homme ne se retourna même pas, il se contenta de tourner et continua de marcher, disparaissant du cadre de la caméra. « Non, ça ne peut pas être », répéta Margaret, sa voix se brisant alors que l'incrédulité prenait le dessus. Ses yeux restaient fixés sur le moniteur, regardant les flammes se propager rapidement à travers les feuilles sèches, grimper le long de la maison comme un prédateur affamé. À chaque seconde qui passait, la scène semblait plus réelle, plus dévastatrice. Margaret sentit des larmes remplir ses yeux et couler librement sur son visage. C'était lui. Ce n'était pas Elizabeth, c'était lui, cria-t-elle en pointant l'écran avec une telle force que ses mains tremblaient. Richard, à ses côtés, observa en silence, comprenant le poids de ce moment. Il rompit le silence avec une question qui semblait déjà avoir la réponse. « Reconnais-tu cet homme » demanda-t-il, sa voix grave et pleine de sens. Margaret hocha lentement la tête, bien que son esprit fût en tourbillon de souvenirs et d'émotions. « Je reconnais ce visage » chuchota-t-elle, presque comme si elle parlait à elle-même. Les souvenirs commencèrent à émerger comme des pièces d'un puzzle qu'elle n'avait jamais essayé de reconstituer auparavant. Andrew, un homme qui, il y a des années, faisait partie de la vie de sa famille, quelqu'un que sa mère accueillait toujours avec bonté. Andrew, il était là. Il a commencé l'incendie, dit-elle, sa voix étranglée par les mots qu'elle pouvait à peine prononcer. Sa poitrine se serrait comme si l'air avait été arraché de ses poumons. L'image d'Andrew jetant la cigarette par terre avec la négligence de quelqu'un qui n'a rien à perdre brûlait dans son esprit comme le feu même qu'il avait allumé. Margaret agrippa fermement le bord de la table, ses doigts s'enfonçant dans le meuble alors qu'elle essayait de contenir le tourbillon d'émotions. Toutes ces années, Elizabeth a souffert pour quelque chose qu'elle n'a pas fait, murmura-t-elle, sa voix chargée de douleur et de colère. Il a détruit nos vies et est parti comme si de rien n'était. Comment quelqu'un peut-il être si cruel ? Se demanda-t-elle plus pour elle-même que pour Richard alors que sa tête se baissait, ses cheveux tombant sur son visage. Richard posa sa main sur l'épaule de Margaret, offrant le seul réconfort qu'il pouvait à ce moment-là. « Tu as la preuve maintenant, c'est ce qui compte », dit-il, sa voix stable mais compatissante. « Avec ça, tu peux te battre pour ta sœur et enfin corriger cette injustice. » Margaret leva les yeux vers lui, sa vision embuée par les larmes mais remplie de détermination. « Dois-je montrer cela ? Cela pourrait sauver Elizabeth, dit-elle en essuyant son visage avec des mains tremblantes. Elle savait que l'horloge tournait contre elle, mais maintenant elle avait quelque chose que personne ne pouvait contester, la vérité. La caméra continuait d'enregistrer alors que le feu consumait le côté de la maison, mais Margaret avait vu assez.
Cette vidéo n'était pas seulement une preuve, c'était le fil reliant tous les fragments de sa vie brisée. Il doit payer pour cela, murmura-t-elle en éteignant le moniteur d'un clic décisif. Même lorsque l'écran s'éteignit, l'image d'Andrew jetant la cigarette semblait gravée dans son esprit comme une cicatrice. Elle ne pouvait pas se permettre d'hésiter. Elizabeth comptait sur elle et Margaret n'avait pas de temps à perdre. Elle se leva de la chaise, son corps tremblant encore d'adrénaline. « Richard, je te remercie pour cela, tu n'as pas idée de ce que cela signifie pour moi, » dit-elle en se tournant vers lui. Richard hocha la tête, ses yeux chargés de compréhension. « Fais en sorte que ça compte, Margaret. Utilise cela pour apporter la justice, » répondit-il, sa voix lourde de la gravité du moment. Margaret pressa ses lèvres et hocha la tête. « Je le ferai, quoi qu'il en coûte. »« Je le ferai, » dit-elle en se préparant à partir, son esprit déjà en train de calculer les prochaines étapes. Chaque fibre de son être était concentrée sur un seul objectif, sauver Elizabeth et s'assurer qu'Andrew soit tenu responsable de ce qu'il avait fait. Pour la première fois depuis des années, Margaret sentit qu'elle avait quelque chose à quoi s'accrocher. Ce n'était pas seulement de l'espoir, c'était une arme, une véritable chance de changer le destin de sa sœur. « Je ne la laisserai pas payer pour cela, plus maintenant, » se promit-elle, sa voix chargée de colère et de détermination. La nuit était sombre lorsque Margaret quitta la maison de Richard, mais l'obscurité ne l'intimidait pas. Elle marchait à grands pas, son esprit bourdonnant des prochaines actions. Chaque respiration était une promesse silencieuse, chaque battement de cœur un rappel que la vérité était enfin de son côté. Le combat n'était pas terminé, mais Margaret était plus prête que jamais à l'affronter. Pendant ce temps, Elizabeth, âgée de 18 ans, était assise dans la petite cellule, le silence autour d'elle presque assourdissant. Chaque minute qui passait semblait une éternité. Le poids de ce qui allait arriver lui faisait mal à la poitrine et ses pensées tournaient autour de tout ce qu'elle avait perdu. La porte de la cellule grinça et un gardien entra, son expression un mélange d'indifférence et d'inconfort. « Il est temps de prendre ton dernier repas. Que veux-tu manger ?» demanda-t-il, sa voix ferme mais sans regarder directement Elizabeth. Elle leva lentement les yeux, le vide dans son regard évident. Elle réfléchit un instant, essayant de trouver quelque chose qui pourrait lui apporter un peu de réconfort dans ce moment sombre. « Pizza, » dit-elle, sa voix basse mais résolue. « Je veux de la pizza. C'est ce que ma mère faisait toujours quand nous avions quelque chose à célébrer, » ajouta-t-elle, ressentant la nostalgie serrer sa poitrine. Le gardien acquiesça et partit sans rien ajouter. Lorsque la pizza arriva, Elizabeth fut conduite dans une petite salle où une table simple l'attendait. Elle s'assit et regarda l'assiette devant elle. L'odeur familière lui rappela une vague de souvenirs. Elle ferma les yeux, pouvant presque entendre la voix de sa mère l'appelant à la table, pouvait sentir le rire de Margaret à ses côtés. « Si seulement tu étais là » murmura-t-elle alors qu'une larme roulait sur son visage. Elle prit la première bouchée, essayant de savourer chaque morceau comme si c'était une étreinte chaleureuse des temps qui ne reviendraient jamais. Elizabeth mangea lentement, chaque bouchée semblant un adieu silencieux dans son esprit. Elle imagina sa mère assise d'un côté et Margaret de l'autre, lui souriant comme elle le faisait autrefois. « Tu es là avec moi » pensa-t-elle comme si cela pouvait repousser la peur qui la consumait. Mais malgré tous ses efforts, la réalité était implacable. Elle était seule et la faim approchait de plus en plus. Lorsqu'elle eut fini de manger, le gardien revint la prendre. « Il est temps » dit-il sans émotion. En ouvrant la porte, Elizabeth se leva, sentant ses jambes faibles mais tenant la tête haute. Plus de larmes, elle avait accepté ce qu'elle croyait être son destin. Elle fut conduite dans un long couloir, chaque pas résonnant contre les murs comme un compte à rebours vers l'inévitable. En entrant dans la salle d'exécution, Elizabeth fut enveloppée par un silence si lourd qu'il semblait absorber tout l'air autour d'elle. La pièce était froide, éclairée par des lumières artificielles vives qui rendaient tout encore plus oppressant. Les murs étaient en béton brut, sans une trace d'humanité, et l'odeur stérile de l'endroit laissait clairement entendre qu'il n'y avait pas de place pour les émotions. Chaque pas qu'elle faisait résonnait dans la chambre, rappel cruel que ce pouvait être le dernier son qu'elle entendrait. Plusieurs personnes étaient présentes, des gardes en uniforme, des responsables pénitentiaires sans expression et même quelques spectateurs, probablement des gens qui ne l'avaient jamais connue mais qui étaient là pour assister à la fin de sa vie comme si c'était un spectacle. Le regard d'Elizabeth balayait rapidement la salle, cherchant désespérément quelque chose, quelqu'un pour lui apporter du réconfort. Ses yeux scannaient les visages présents, mais aucun ne lui était familier. Elle sentit son cœur s'affaisser alors qu'elle continuait de chercher. Elle pensait qu'elle viendrait, se raccrochant à cette promesse comme dernier espoir, mais Margaret n'était pas là.
Le vide dans sa poitrine grandissait à chaque seconde qui passait. Sa sœur ne se manifestait pas. Le sentiment d'abandon la frappa comme une vague froide et la solitude de ce moment faillit la faire s'effondrer. Elisabeth baissa les yeux, luttant pour retenir les larmes qui menaçaient de tomber. Le nœud dans sa gorge était presque insupportable, mais elle ne voulait montrer à personne, ni à sa sœur, la satisfaction de l'avoir pleuré. « Même pas ma sœur n'est là pour me dire au revoir », murmura-t-elle pour elle-même, sa voix se brisant presque inaudible. L'idée d'affronter ce moment sans Margaret à ses côtés était plus douloureuse que le destin qui l'attendait. Les souvenirs commencèrent à inonder son esprit, Margaret lui tenant la main quand elles étaient petites, promettant qu'elle prendrait toujours soin d'elle, « Tu as toujours pris soin de moi. » Et maintenant elle pensait, ressentant le poids de la déception. Soudain, le silence oppressant fut brisé par le bruit de pas rapides dans le couloir. Elisabeth leva la tête d'un coup, son cœur battant plus vite. Les pas approchaient, résonnant de plus en plus fort jusqu'à ce que la porte s'ouvre en grand. Elisabeth tourna la tête et vit Margaret entrer dans la salle, essoufflée et le visage marqué par l'inquiétude. Elle semblait avoir couru tout le chemin et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait la porte. « S'il te plaît, laisse-moi lui parler juste un instant », implora Margaret, sa voix chargée d'urgence et d'émotion. Les gardes échangèrent des regards, visiblement mal à l'aise. Ce n'était pas dans le protocole, mais il y avait quelque chose dans la voix de Margaret, dans l'intensité de son regard, qui les fit hésiter. Le superviseur, un homme plus âgé au visage sérieux, évalua la situation un instant avant d'acquiescer. « Vous avez 5 minutes, dit-il, son ton ferme mais compréhensif. Margaret ne perdit pas de temps, elle courut vers Elisabeth, ignorant les regards autour d'elle comme si seuls les deux existaient à ce moment-là. Elisabeth resta immobile, regardant Margaret approcher, presque comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais cette fois pas de tristesse, mais de soulagement qu'elle ne savait même pas possible. Lorsque Margaret atteignit enfin sa sœur, elle lui serra les mains fermement comme pour s'assurer qu'Elisabeth ne disparaîtrait pas. « Elisabeth, je suis là », dit Margaret, sa voix brisée mais pleine de détermination, ses yeux rouges de larmes rencontrant ceux d'Elisabeth, qui brillaient maintenant d'un mélange de choc et de soulagement. « Tu es venue » murmura Elisabeth, sa voix presque inaudible mais chargée d'émotion. Son expression semblait incrédule, comme si la simple présence de Margaret était quelque chose d'impossible à ce moment-là. Des larmes s'échappèrent enfin de ses yeux alors qu'elle ressentait la chaleur des mains de sa sœur. Margaret serra encore plus fort les mains d'Elisabeth, se penchant plus près d'elle. « Bien sûr que je suis venue. Je ne renoncerai jamais à toi, » dit-elle, sa voix ferme mais tremblante, un engagement inébranlable que seuls les deux pouvaient comprendre. Dans ce bref instant, le monde autour d'elle disparut. Il n'y avait plus de gardes, de spectateurs ni même la chaise électrique elle-même. Il n'y avait qu'Elisabeth et Margaret, unies par un lien invisible et incassable. Elisabeth sentit une force renouvelée en elle, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle n'était plus seule et c'était tout ce qui comptait à ce moment-là, peu importe à quel point son destin semblait inévitable. La présence de Margaret la faisait se sentir vue, protégée, aimée. Margaret continua de tenir les mains d'Elisabeth comme si elle voulait lui transmettre toute la force qu'elle avait accumulée au fil des années. Elle savait que les mots devaient être peu nombreux mais puissants. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation ou les regrets, chaque seconde comptait et elle devait faire croire à Elisabeth qu'il y avait encore de l'espoir. « Je ne te laisserai jamais affronter cela seule, » dit Margaret, sa voix étranglée mais pleine de vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, Elisabeth y crut. Elisabeth fut conduite dans la salle réservée où la lumière était froide et le silence encore plus lourd que dans le couloir. La porte se referma derrière elle. Pendant quelques secondes, elle resta seule, regardant la table simple et les chaises qui semblaient trop grandes pour cet espace exigu. Bientôt, la porte s'ouvrit à nouveau et Margaret entra, son visage marqué par l'inquiétude et l'urgence du moment. Aucune des deux ne dit immédiatement rien, comme si le poids de ce qui allait arriver avait volé leurs mots. Elles s'assirent face à face, le regard de Margaret fixé sur celui d'Elisabeth. Le temps semblait figé dans cette pièce. Malgré la séparation par la table, la distance émotionnelle entre ce qu'elle ressentait et ce qui devait être dit semblait immesurable. Elisabeth serra fermement les mains de sa sœur comme si elle voulait graver ce contact pour toujours. Les gardes à l'extérieur attendaient, assurant leur intimité tout en limitant le temps qu'elles avaient. Leur bouche bougeait, mais ce qui était dit dans cette pièce resta un mystère pour tous ceux à l'extérieur. Des mots non prononcés furent échangés, des larmes coulèrent et quelque chose changea entre elles lorsque les minutes s'écoulèrent. La porte s'ouvrit de nouveau et les gardes reconduisirent Elisabeth dans le couloir.
Margaret quitta peu après, mais cette fois avec une expression différente. Elle retourna à la zone réservée aux observateurs où d'autres personnes attendaient l'exécution et s'assirent en silence. Le poids du moment la laissa immobile, mais son esprit tournait à toute vitesse. Dans la salle d'exécution, Elizabeth fut placée dans la chaise électrique. Le silence qui s'ensuivit était oppressant tandis que les techniciens ajustaient les câbles et resserraient les sangles. La lumière blanche intense des projecteurs projetait des ombres sur les murs, augmentant encore la tension dans la pièce. Les participants, y compris des policiers, des gardes et quelques spectateurs curieux, étaient attentifs à chaque mouvement. Margaret, assise dans la zone des observateurs, pouvait à peine respirer. Elle regardait chaque détail, mais ses yeux étaient fixés sur Elizabeth, cherchant le moindre signe de force ou de désespoir dans sa sœur. Le juge Andrew était présent, appuyé contre l'un des murs latéraux, son expression froide, presque indifférente, comme si ce n'était qu'une autre affaire clôturée pour lui. Il observait la scène avec le comportement de quelqu'un qui était certain que la justice était rendue. Margaret, cependant, pouvait à peine contenir son indignation de le voir si détaché de toute culpabilité ou responsabilité. Ses poings serrés dans ses genoux étaient la seule indication visible de la rage bouillonnante en elle. Lorsque toutes les préparations furent terminées, le superviseur s'approcha de la chaise, ses pas résonnant sur le sol froid de la chambre d'exécution. Il s'arrêta à côté d'Elizabeth, ajusta ses lunettes et se racla la gorge avant de parler. « Vous avez le droit à vos derniers mots », annonça-t-il, sa voix ferme mais dépourvue d'émotion, comme s'il s'agissait simplement d'une autre formalité dans le protocole de la nuit. Le son de sa voix sembla figer le temps dans la pièce. Les lumières blanches des projecteurs projetaient des ombres rigides sur les murs et la tension était si épaisse qu'elle semblait presque palpable. Les spectateurs retenaient à peine leur souffle, attendant d'entendre ce qu'Elizabeth allait dire. Dans le silence total, chaque son devenait plus évident. Elizabeth resta silencieuse pendant quelques secondes, comme si elle réfléchissait soigneusement à ce qu'elle allait dire. Sa tête était baissée, mais lorsqu'elle la leva, ses yeux brillaient d'une détermination que personne n'avait anticipée. Lentement, elle parcourut la salle du regard, ignorant les visages inconnus jusqu'à ce que ses yeux rencontrent ceux de Margaret, assise au fond. Margaret semblait petite au milieu de la foule, mais son regard transmettait force, espoir et quelque chose dont Elizabeth avait désespérément besoin à ce moment-là, du soutien. Les deux se regardèrent pendant quelques secondes, à cet instant, le monde autour d'elle sembla disparaître. Il n'y avait plus de gardes, de policiers ou même de chaises électriques. Il n'y avait qu'Elizabeth et Margaret, et entre elles, un lien invisible et incassable. Le regard d'Elizabeth quitta Margaret et se fixa sur le juge Andrew, qui observait la scène avec la même expression froide et distante que toujours. Sa contenance était presque troublante, mais Elizabeth savait qu'il y avait plus derrière ce visage impassible. Prenant une profonde inspiration, elle brisa enfin le silence, sa voix coupant l'environnement comme une lame tranchante. « Ce n'est pas moi qui ai tué ma mère », commença-t-elle, chaque mot chargé d'une clarté qui fit retenir leur souffle à tous dans la salle. Sa voix ne tremblait pas malgré le poids de la déclaration et ses mots résonnaient contre les murs en béton. Un murmure commença à croître parmi les gardes et les spectateurs, échangeant des regards confus, incapables d'ignorer l'impact de ce qu'ils venaient d'entendre. Elizabeth, cependant, n'était pas ébranlée par le tumulte autour d'elle. Sa voix resta stable, sa posture droite tandis qu'elle continuait « C'est toi, Andrew. Tu étais celui qui a tué ma mère. » Elle accusa, ses mots résonnant dans la pièce comme le tonnerre au milieu du silence tendu. L'impact de son accusation semblait presque physique, laissant tout le monde figé. Pendant un instant, la salle explosa en murmures et en chuchotements, un chaos contrastant avec le silence total des secondes précédentes. Certains se penchèrent en avant, essayant de confirmer ce qu'ils venaient d'entendre, d'autres regardèrent directement Andrew dont l'expression commençait à montrer des fissures. Le juge, qui jusque-là avait maintenu une allure impeccable, se redressa contre le mur, son corps tendu tandis que ses yeux se plissaient vers Elizabeth. La froideur dans son expression était maintenant remplacée par quelque chose de plus proche de l'inconfort. « Cette fille est désespérée », murmura-t-il, essayant de reprendre le contrôle de la situation, mais sa voix semblait moins ferme, presque hésitante. Elizabeth, toujours attachée à la chaise, ne détournait pas les yeux. Ses yeux étaient fixés sur le juge avec une intensité qui semblait le transpercer. La foule continuait de murmurer, mais pour Elizabeth, il n'y avait personne d'autre là-bas. Son accusation flottait dans l'air comme une ombre portant le poids d'années de douleur et d'injustice. L'air dans la pièce semblait plus lourd, presque suffocant, tandis que la tension continuait de monter.
Chaque seconde qui passait était comme une éternité et personne n'osait interrompre le moment. L'accusation d'Elizabeth n'était pas seulement une déclaration, c'était une étincelle qui menaçait d'enflammer toute la structure de la vérité que beaucoup croyaient inébranlable. Margaret resta assise, mais ses poings étaient serrés et son cœur semblait battre si fort qu'elle croyait que tout le monde dans la salle pouvait l'entendre. L'accusation d'Elizabeth résonna dans l'environnement et les murmures grandirent en intensité. Le juge Andrew, qui jusque-là avait maintenu une façade froide et contrôlée, semblait maintenant visiblement secoué. Le juge, si habitué à être en commande, semblait perdre sa contenance à chaque seconde qui passait. Il fit un pas en avant, son visage se contorsionnant de rage et pointa Margaret du doigt. Sa voix tremblait de fureur. « C'est un mensonge. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. » cria-t-il, mais sa protestation semblait désespérée, presque comme un dernier recours de quelqu'un dont le masque était tombé. La confiance habituelle qu'Andrew affichait semblait s'être évaporée, laissant derrière lui un homme vulnérable, coincé par les vérités que Margaret avait découvertes. Ses mots ricanaient dans la pièce, mais personne ne semblait convaincu. Le murmure de fond s'intensifiait et les regards de mépris et de doute dirigés vers lui augmentaient. Le visage d'Andrew rougit de rage, une fureur si intense qu'elle semblait se déverser avec chaque mouvement. Il se dirigea vers le panneau de contrôle de la chaise électrique avec des pas rapides, ignorant les cris de protestation autour de lui. « Ça suffit, ça va trop loin », rugit-il en étendant ses mains vers les boutons, son regard fixé sur l'équipement comme si c'était sa dernière chance de reprendre le contrôle. Margaret fit un pas instinctif en avant, son cœur battant la chamade, mais avant qu'elle ne puisse crier, Andrew appuya violemment sur les boutons. Le panneau s'alluma et une étincelle sauta du système, illuminant brièvement le visage tordu d'Andrew. Les gens dans la salle se crispaient, certains laissant échapper des gémissements de surprise, la tension atteignant son paroxysme. Mais avant que quelque chose ne puisse se passer, un des techniciens réagit rapidement en déconnectant la source principale d'alimentation. L'équipement s'éteignit avec un clic audible et le silence qui suivit fut brisé uniquement par le son des respirations haletantes de tous. Deux gardes se déplacèrent rapidement, attrapant Andrew par les bras alors qu'il luttait, criant des mots incohérents dans sa fureur. « Tu ne comprends pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour elle. Elle m'a rejeté et ils ont tout pris de moi. » Rugit-il, sa voix devenant de plus en plus forte et incontrôlée. La salle regardait, choquée, assistant à l'effondrement d'un homme qui jusque-là semblait intouchable. Andrew, retenu par les gardes, se débattait comme s'il essayait de lutter contre l'inévitable. Elizabeth, toujours attachée à la chaise électrique, observait tout avec un mélange de soulagement et de choc. Sa respiration était lourde, mais ses yeux, autrefois remplis de résignation, brillaient maintenant d'un nouvel espoir. Elle regarda Margaret, qui se tenait au centre de la salle, haletante mais déterminée. La présence de sa sœur semblait l'ancrer à la réalité, même au milieu du chaos qui l'entourait. Elizabeth ressentit une vague de gratitude l'envahir pour la première fois depuis des années. Il semblait que le destin pourrait se tourner en sa faveur. Margaret, la poitrine se soulevant et s'abaissant alors qu'elle tentait de reprendre son souffle, regarda Andrew être retenu. Elle fit un pas en avant, son expression chargée de colère et de soulagement. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était ferme et inébranlable, coupant l'air comme une lame tranchante. « Vous avez essayé de détruire ma famille, mais nous sommes toujours là et la vérité a enfin été révélée », déclara-t-elle, ses mots résonnant dans la pièce. Tous les présents, des gardes aux spectateurs, restèrent silencieux, assimilant ce qu'ils venaient de voir. Le chaos initial céda la place à une tension solennelle tandis que les gens commençaient à comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. Andrew, autrefois une figure incontestable d'autorité, n'était plus qu'un homme brisé, exposé devant tous. Margaret garda son regard fixé sur lui comme si elle voulait s'assurer qu'il ressentait le poids de chaque mot qu'elle avait prononcé. Elizabeth, toujours assise dans le fauteuil, leva la tête avec une force semblant venir de quelque part au plus profond d'elle. La pièce, autrefois dominée par le désespoir, était maintenant imprégnée de quelque chose de différent, la promesse de justice. La pièce était plongée dans un silence lourd, seulement brisé par des murmures étouffés et le bruit des pas des gardes alors qu'il conduisait le juge Andrew. L'homme qui, jusqu'alors, avait affiché une allure imposante et inébranlable, semblait maintenant se recroqueviller à chaque mouvement. Son visage était rouge et son regard fixé au sol. Le masque d'indifférence et d'autorité était tombé, révélant complètement un homme vaincu, exposé devant tous pour ses mensonges et sa cruauté. Ceux qui étaient présents, qui avaient auparavant observé l'exécution avec le détachement de spectateurs éloignés, se penchaient maintenant les uns vers les autres,
murmurant des mots de désapprobation et d'incrédulité. Le poids des accusations de Margaret et les preuves présentées changèrent le ton de la pièce, transformant l'indignation en quelque chose de plus palpable, le début de la justice. « Lève-toi », ordonna Andrew à l'un des gardes qui le retenait fermement par le bras. Andrew hésita, résistant avec une force minimale, mais sa posture vacillante montrait qu'il savait qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Chaque pas qu'il faisait semblait porter un coup à sa réputation, et les regards de mépris des spectateurs le suivaient comme une ombre. Margaret resta debout, le regard fixé sur le juge alors qu'il était conduit hors de la pièce. Ses poings étaient serrés et le soulagement d'avoir enfin révélé la vérité se mêlait à la colère qui brûlait encore en elle. Elizabeth, toujours assise dans le fauteuil électrique, regardait la scène en silence, son corps rigide alors qu'elle essayait de traiter ce qui venait de se passer. Les murmures dans la pièce se firent plus forts alors qu'Andrew était escorté dehors, ses cris de protestation coupant l'air mais sans la force qu'ils avaient autrefois. « Vous ne comprenez pas » cria-t-il en essayant de se libérer des gardes. « Ce n'est pas une erreur, tout ce que j'ai fait était pour elle, vous détruisez ma vie pour un mensonge. » La voix d'Andrew semblait moins une défense qu'un lame désespéré, incapable de faire face aux vérités maintenant exposées. Les gardes le tenaient plus fermement alors qu'il se débattait, mais personne dans la pièce ne semblait disposé à écouter ses paroles. Le superviseur des exécutions, qui avait tout observé en silence jusqu'alors, leva la main pour calmer les présents. « L'exécution est officiellement suspendue », annonça-t-il d'une voix ferme, coupant les murmures. Il se tourna vers les techniciens autour du fauteuil électrique. « Libérez immédiatement le prisonnier, cette affaire sera revue au tribunal sur la base des nouvelles preuves. » Ces mots apportèrent une vague de soulagement qui sembla balayer toute la pièce, bien que certaines personnes regardaient encore avec choc l'endroit où Andrew avait été. Elizabeth baissa la tête, laissant ses larmes couler librement. Ce n'était pas seulement le soulagement d'avoir échappé à une mort imminente, mais la libération de années de douleur et d'injustice. Les techniciens commencèrent à défaire les sangles qui retenaient Elizabeth, travaillant rapidement sous la surveillance des gardes. Margaret courut vers sa sœur dès que les dernières sangles furent retirées, l'enlaçant dans une étreinte serrée. Pendant un instant, elles restèrent silencieuses, s'accrochant l'une à l'autre comme si le poids des années passées était enfin partagé et en quelque sorte allégé. Elizabeth guida le visage de Margaret avec ses mains, ses yeux remplis de gratitude et d'émotion. « Tu as fait ça pour moi », murmura-t-elle, sa voix étranglée. Margaret secoua la tête en serrant fermement les mains d'Elizabeth. « Je ferai toujours cela pour toi », répondit-elle, sa voix chargée d'amour et de détermination. À l'extérieur de la salle d'exécution, Andrew fut conduit vers un véhicule de police déjà en attente. La foule rassemblée autour du bâtiment observa en silence alors qu'il était placé dans la voiture. Son expression, autrefois pleine d'arrogance et de contrôle, était maintenant empreinte de pure honte. Le juge qui autrefois commandait le destin de tant de personnes d'une main ferme était maintenant à la merci du même système qui l'avait manipulé pendant des années. L'ironie de la situation ne passa pas inaperçue pour les présents, qui murmuraient entre eux, exprimant indignation et soulagement face à la chute d'un homme aussi puissant. Quelques jours plus tard, dans une salle d'audience bondée, l'affaire d'Elizabeth fut rouverte. Margaret était aux côtés de sa sœur, assise au premier rang, les mains fermement jointes comme pour transmettre de la force. À chaque seconde, la tension dans la pièce était palpable, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent, de l'espoir. Le nouveau juge présidant l'affaire examina attentivement les preuves présentées par Margaret. Les séquences vidéo montrant Andrew jeter la cigarette et démarrer le feu furent diffusées devant tout le monde, et l'impact fut immédiat. Les réactions allèrent du choc à l'indignation alors que des experts confirmaient que les preuves utilisées lors du procès initial avaient clairement été falsifiées. La salle d'audience était en silence absolu lorsque le nouveau juge rendit le verdict final. Il regarda directement Elizabeth, qui semblait maintenant plus forte et plus résolue malgré tout ce qu'elle avait enduré. Après examen des nouvelles preuves, ce tribunal déclare Elizabeth innocente des accusations portées contre elle, annonça-t-il, sa voix résonnant dans le hall. Les mots furent accueillis par un éclat de soulagement et des applaudissements étouffés. Elizabeth porta ses mains à son visage, laissant les larmes couler librement, tandis que Margaret l'enlaçait étroitement. C'était comme si, enfin, le poids des années de douleur et de culpabilité était levé de ses épaules. Alors que la salle d'audience se dispersait, Margaret et Elizabeth descendirent les marches de l'entrée où la lumière du soleil semblait plus brillante que jamais. Les deux s'arrêtèrent un instant, regardant le ciel avant de se tourner l'une vers l'autre. « Nous y sommes arrivés », dit Elizabeth, sa voix encore tremblante mais pleine d'espoir. Margaret sourit en tenant la main de sa sœur.
Ce n'était pas facile, mais nous y sommes arrivés, répondit-elle d'un ton de fierté reflétant les efforts qu'elles avaient fournis pour en arriver là. Pendant ce temps, dans une autre salle d'audience, Andrew attendait son procès pour les crimes qu'il avait commis, falsification de preuves, obstruction à la justice et tentative d'homicide. Les accusations portées contre lui et son ancienne position de pouvoir ne suffiraient pas à le protéger cette fois. La chute du juge qui avait causé tant de souffrance était inévitable et la justice semblait enfin atteindre ceux qui la méritaient vraiment. L'avenir de Margaret et Elizabeth restait incertain, mais maintenant, elles avaient quelque chose qui leur avait été refusé pendant si longtemps, la liberté de recommencer. Le chemin avait été douloureux et semé d'obstacles, mais les deux savaient qu'ensemble, elles pouvaient surmonter n'importe quoi. Le passé laisserait encore des cicatrices, mais l'espoir d'un avenir meilleur les guidait alors qu'elles descendaient les marches du palais de justice, prêtes à recommencer. Après le tumulte de la salle d'audience et le soulagement de la victoire, Margaret et Elizabeth quittèrent le bâtiment main dans la main, sentant le soleil réchauffer leur visage pour la première fois depuis longtemps. C'était un jour ordinaire pour beaucoup, mais pour elles, c'était le début d'une nouvelle vie. Le ciel semblait plus bleu, l'air plus léger. Elizabeth, qui avait passé des années étouffée par la douleur et l'injustice, regarda sa sœur avec un sourire mêlant gratitude et soulagement. « Nous y sommes arrivés, Margaret. »« Tu l'as fait, » dit-elle, sa voix encore tremblante mais chargée d'émotion. Margaret serra fermement la main de sa sœur, son regard plein de détermination. « Nous y sommes arrivés, Elizabeth. »« Je n'aurais jamais pu te laisser seule, » répondit-elle d'un ton reflétant le poids de tout ce qu'elles avaient enduré. Mais à ce moment-là, elles savaient que le passé ne les définirait plus. Elles avaient une chance de recommencer, de créer quelque chose de nouveau, et elles étaient déterminées à saisir cette opportunité. Dans les jours qui suivirent, les sœurs passèrent du temps ensemble, loin de tout le chaos. Margaret veilla à emmener Elizabeth dans un endroit paisible, une petite maison de campagne prêtée par une amie proche. C'était simple mais confortable, entouré d'arbres dans un jardin où le vent faisait danser les fleurs. Elizabeth, habituée aux murs froids de l'orphelinat et de la prison, était enchantée par la liberté de cet endroit. « C'est tellement beau ici, Margaret. On dirait que je rêve, » dit-elle en marchant pieds nus sur l'herbe. « Tu mérites tout cela et bien plus, Elizabeth. »« C'est maintenant ton chance d'être heureuse, » répondit Margaret en regardant sa sœur explorer l'endroit avec l'enthousiasme d'un enfant redécouvrant le monde. Pour Margaret, voir Elizabeth sourire à nouveau était la plus grande récompense de toute la lutte. Elle savait que le chemin vers la guérison serait long, mais elle était prête à rester aux côtés de sa sœur à chaque étape. Avec le temps, les deux commencèrent à reconstruire leur vie. Margaret, qui avait quitté son emploi pour se consacrer pleinement à l'affaire d'Elizabeth, trouva un travail dans une ONG locale et dans les jeunes en situation vulnérable. Pour elle, ce travail était plus qu'une simple occupation, c'était une manière de transformer la douleur du passé en quelque chose de significatif. Elizabeth, quant à elle, se consacra à l'apprentissage de nouvelles compétences. Avec l'aide de Margaret, elle commença à suivre des cours d'art dans une école voisine. Chaque fois qu'elle prenait un crayon ou un pinceau, elle avait l'impression que le poids du passé se dissolvait un peu plus. Un matin, en peignant dans le jardin, Elizabeth se tourna vers Margaret, qui était assise dans un fauteuil à proximité, lisant un livre. « Margaret, penses-tu que je pourrai un jour oublier tout ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, sa voix chargée d'incertitude. Margaret referma le livre et regarda sa sœur avec un sourire compréhensif. « Oublier, peut-être pas, mais tu apprendras à vivre au-delà, à trouver le bonheur malgré ce qui est arrivé. Le passé fera toujours partie de qui nous sommes, mais il n'a pas à définir notre avenir, » répondit-elle, sa voix pleine de sagesse. Les mots de Margaret restèrent gravés dans l'esprit d'Elizabeth, qui commença à se concentrer de plus en plus sur la construction de quelque chose de nouveau pour elle-même. Elle découvrit un talent spécial pour la peinture, encouragée par sa sœur, commença à vendre certaines de ses œuvres lors de foires locales. Les gens étaient attirés par l'émotion qu'Elizabeth mettait dans chaque pièce, et elle commença à gagner en confiance. « Margaret, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait aimer ce que je fais, » dit-elle un jour en livrant une peinture à un client. « Les gens n'aiment pas seulement ce que tu fais, Elizabeth, ils t'aiment toi, » répondit Margaret avec un sourire fier. Au fil du temps, les sœurs décidèrent d'élargir leur vie ensemble. Margaret utilisa une partie des dons qu'elles avaient reçus après que leur histoire ait gagné une attention nationale pour acheter un petit studio en centre-ville. L'espace fut transformé en un lieu de travail et de socialisation où Elizabeth pouvait peindre et Margaret pouvait organiser des événements pour aider les jeunes confrontés à des difficultés. Le studio devint rapidement un lieu de rassemblement vibrant, rempli d'art,
de musique et d'histoire de dépassement de l'adversité. Lors de l'un de ces événements, alors qu'Elizabeth aidait une jeune femme à créer son premier dessin, Margaret l'observa de loin avec des larmes aux yeux. Il était difficile de croire que la même fille qui autrefois faisait face à une peine de mort était maintenant là, inspirant les autres à croire en eux-mêmes. « Tu as vraiment trouvé ta force, Elizabeth », pensa Margaret, ressentant une vague de fierté. Un jour, en nettoyant le studio après une exposition, Elizabeth s'arrêta soudainement et regarda Margaret. « As-tu déjà pensé à quel point tout cela aurait été différent si tu ne t'étais pas battue pour moi ?» demanda-t-elle, sa voix basse mais pleine de sens. Margaret fit une pause, posa le balai de côté et s'approcha de sa sœur. « Je ne t'aurais jamais laissée seule, Elizabeth, peu importe la difficulté. Tu es ma famille, ma sœur, et tu as toujours valu tous les efforts, » répondit-elle en tenant fermement les mains d'Elizabeth. La vie des deux continua de s'épanouir, mais l'impact de leur histoire allait bien au-delà d'elle. Les nouvelles sur l'injustice qu'Elizabeth avait subie et le courage de Margaret pour révéler la vérité inspirèrent des gens à travers le pays. Elles reçurent des invitations à parler dans des écoles, des organisations et des événements, partageant leur histoire de résilience et d'amour. Margaret, qui avait toujours été discrète, hésitait d'abord, mais Elizabeth l'a convaincue que c'était une opportunité de faire une différence. « Si notre histoire peut aider quelqu'un, alors cela vaut la peine d'être partagé », dit-elle avec un sourire reflétant sa nouvelle confiance. Chaque jour qui passait, les sœurs se rapprochaient d'une vie pleine et heureuse. Chaque moment partagé était une opportunité de reconstruire les liens que le passé avait tenté de briser. Elles apprirent que la guérison n'était pas une destination finale, mais un processus constant et nuancé. De petits gestes comme un morceau de petit déjeuner, un rire spontané ou une conversation du soir devenaient des éléments essentiels de leur parcours. Elles découvrirent qu'il y avait de la beauté même dans les difficultés et qu'ensemble, elles pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. La force qu'elles trouvaient l'une dans l'autre était comme une ancre les maintenant stables même face à l'incertitude. Un après-midi tranquille, alors qu'elles étaient assises dans le jardin du studio qu'elles avaient construit avec tant d'efforts, Elizabeth leva les yeux vers le ciel. Le soleil commençait à se coucher, teintant l'horizon de nuances d'orange et de rose qui semblaient comme une peinture vivante. Elle prit une profonde inspiration, inhalant le parfum des fleurs que Margaret avait plantées, et poussa un soupir de soulagement. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir être heureuse à nouveau, Margaret, » dit-elle, sa voix douce mais remplie de gratitude, ses yeux brillant d'une émotion que seuls ceux qui ont affronté les ténèbres et trouvé la lumière peuvent comprendre. Margaret, assise à ses côtés, passa son bras autour de sa sœur, offrant un réconfort silencieux qui lui venait naturellement. Elle regarda Elizabeth et dit « Vois-tu, je vois en toi la force que j'ai toujours su exister, même dans les moments les plus sombres. » « Tu mérites tout le bonheur du monde, Elizabeth, et ce n'est que le début, » répondit-elle avec un sourire sincère. Ce moment simple mais puissant encapsulait tout ce qu'elles avaient accompli ensemble. C'était un rappel que l'amour et le soutien mutuel pouvaient transformer même les blessures les plus profondes. Au fil des années, Margaret et Elizabeth continuèrent d'étendre leur studio et leur vie de manière qu'elles n'avaient jamais imaginée. Elles commencèrent à recevoir des invitations pour exposer les œuvres d'Elizabeth dans des galeries d'art locales, et chaque exposition était une célébration de la résilience et du talent. Margaret, à son tour, utilisait le studio comme un espace pour accueillir des jeunes vulnérables, offrant des ateliers d'art et des conférences sur le dépassement des défis. Ensemble, elles transformèrent l'espace en un phare d'espoir pour la communauté, un lieu où les histoires difficiles pouvaient trouver une fin plus heureuse. Elizabeth commença également à explorer le monde au-delà du studio. Encouragée par Margaret, elle participa à des concours d'art nationaux et internationaux, gagnant en reconnaissance pour son travail qui exprimait émotion et vulnérabilité de manière unique. Chaque réussite était partagée avec Margaret, qui était toujours là, applaudissant plus fort que quiconque. « Tu conquiers le monde, Elizabeth », disait-elle fièrement en tenant les mains de sa sœur après chaque nouvelle victoire. Et Elizabeth répondait toujours par un sourire. « Pas sans toi à mes côtés », ajoutait-elle. Les deux décidèrent également de voyager ensemble, explorant des endroits qu'elles n'avaient vus que dans des livres ou imaginés dans des rêves. Lors de l'un de ces voyages, alors qu'elle marchait dans les rues de Paris, Elizabeth s'arrêta devant un pont couvert de cadenas où les couples laissaient des symboles d'amour éternel. Elle regarda Margaret et sourit. « Je pense que nous devrions laisser un cadenas ici. Nous ne sommes pas un couple, mais nous sommes la meilleure équipe que j'ai jamais connue, » dit-elle, ses yeux brillants. Margaret rit et acquiesça, et les deux laissèrent un cadenas gravé avec Elizabeth et Margaret unies pour la vie. Ce moment devint un souvenir précieux, un symbole du lien indéfectible entre elles.
Les cicatrices du passé restaient, mais elles les portaient désormais comme des médailles, symboles de force et de résilience. Ce qui était autrefois une source de douleur était devenu un rappel qu'elles étaient capables de tout affronter ensemble. Elles apprirent à partager leurs expériences avec les autres, inspirant ceux qui avaient besoin d'entendre que même dans les circonstances les plus difficiles, il y avait une chance de recommencer. Margaret et Elizabeth commencèrent à être invitées à parler dans des écoles, des événements communautaires et des organisations, racontant leur histoire avec authenticité et émotion. La douleur que nous avons vécue peut être transformée en quelque chose de significatif, disait Margaret dans ses discours, regardant toujours Elizabeth avec fierté. Dans les moments de silence, lorsque les projecteurs s'éteignaient et qu'elle rentrait chez elle, les sœurs se permettaient de réfléchir à leur parcours. Une nuit, alors qu'elles se reposaient sur le canapé de leur maison, Elizabeth regarda Margaret avec une expression sérieuse mais aimante. « Tu as sacrifié tant de choses pour moi, Margaret. Je ne sais pas comment je pourrai jamais te remercier assez de ne jamais avoir abandonné, dit-elle en tenant la main de sa sœur. Margaret sourit en secouant la tête. Tu n'as pas besoin de me remercier, Elizabeth. J'ai fait ce que n'importe quelle sœur ferait, et tu m'as donné plus que tu ne peux l'imaginer. Une raison de me battre, une raison de croire que le monde peut être un meilleur endroit, répondit-elle. Ainsi, leur histoire n'était pas seulement une histoire d'injustice et de souffrance, mais aussi de la capacité humaine à aimer, pardonner et recommencer. Elles apprirent que le passé, aussi douloureux soit-il, n'avait pas à définir l'avenir. Le studio qu'elles avaient construit devint non seulement un espace pour l'art, mais un foyer où les rêves étaient nourris et les vies transformées. Les jeunes confrontés à des défis y trouvaient non seulement un lieu pour exprimer leur créativité, mais aussi un soutien inconditionnel qu'ils n'avaient souvent jamais connu.